Amis pêcheurs à la mouche, rebonjour. Donc, on s'est tellement lancé dans l'odyssée de la pêche à la mouche qu'on a oublié de faire une pause. Donc, j'ai eu droit à une petite gnôle vosgienne, vous imaginez. Humour, bien sûr. On revient maintenant en voyage, parce qu'on a beaucoup parlé de la France. Et je continue ma mode des cadeaux. Donc, voici une très grosse truite. Alors, c'est une petite boîte à casier, parce que je sais que tu es un amoureux de rangement du matos. Ce ne sera pas une boîte à mouches. Mais pour ranger tes petits fils, tes petits dubbing, tu sais, les monteurs de mouches, ils aiment bien avoir des petites boîtes. Voilà. Donc, c'est une grosse truite en introduction pour voyager et que tu nous parles de quelque chose que tu connais assez bien, qu'est les USA. Alors, j'aimerais un peu ton point de vue, ta découverte des USA. Est-ce que la pêche apporte quelque chose là-haut comparé à la France? Je t'écoute. Oui, les États-Unis, c'est un vaste sujet de discussion. D'abord, pour resituer un peu le tout, d'abord, les États-Unis ont toujours été un rêve pour moi, aller aux États-Unis. T'inquiète pas, c'est pour tous les moucheurs. Donc, mais je parle pas rien que de la mouche, d'une manière générale. Ouais. Et dans les années 90, milieu des années 90, j'ai eu l'occasion avec Jean-Marc Chignard d'aller au Fly Fishing Show de Denver. Le fameux salon tournant. Voilà, parce que là-haut, c'est un concept de salon tournant. Oui, pas de comme professionnel. Ouais, voilà. Non, mais chez nous, ils sont par ville, Charleroi, Munich, machin, Paris. Là-haut, ça tourne, ouais. Donc, je suis allé au Fly Fishing Show. Ah ouais. D'abord, j'en ai pris plein les yeux. J'imagine. J'ai ramené l'étau de mes rêves, un Etchemet. Non, alors là, tu supplantes ma connaissance. Un quoi? Un Etchemet. Et ça, c'est c'est American Made, c'est une marque américaine. Oui. Il faut replacer ça dans le contexte. Ouais. Quand moi j'ai démarré le montage des mouches, on achetait un étau qui s'appelait un Thompson, avec blocage par cam arrière. Et Etchemet, c'est la même chose qu'un Thompson, mais entièrement rectifié. D'accord. Donc en termes de qualité de produit, il est là-haut. Si tu veux filmer. Ouais, on va le filmer, ouais. Le premier à gauche, en bas. En bas, le premier. Donc celui qui est à côté de la boîte. Voilà. Raconte-nous, il va le filmer, il filme dessus. Et donc à l'époque, j'écrivais dans Pêche-Mouche. Et donc il m'a été quasiment offert pour une somme très modique par le constructeur. Attends, c'est du haut de gamme. Ah ça, c'était... C'est du très haut de gamme. C'était plus que du haut de gamme. Ah, c'est la Rolls de l'étau. Ah oui, c'était la Rolls de l'étau de l'époque. Okay. Et donc, c'était mon rêve. Bon, voilà, donc il trône sur mon étagère, là, tellement je suis... Et puis, je suis pas prêt de m'en séparer, parce que c'était... J'en ai tellement rêvé que ça, je ne peux pas m'en séparer. Telle une Ferrari dans ton garage. Ah oui, c'est comme si, pareil, j'aurais une Ferrari, je ne serais pas plus heureux. Ça, c'est beau, ça. Ouais. Donc, c'est mon étau de prédilection que j'ai toujours adoré. Tu ne me parles même pas de pêche aux USA, tu me parles déjà de fly kayak. Voilà. C'est génial. Donc on est allé donc, au Fly Fishing Show. Et après le Fly Fishing Show, on s'est payé une partie de pêche sur la Green River. Donc dans l'Utah. Non, dans le Colorado. C'est limite okay, entre Utah et Colorado. Bon, le Far West américain, les plaines rouges. Au Fly Fishing, au Flamingo Lodge. Flamingo Lodge. Ouais. Ok. Bon, la Green, grand classique américain. Ah ouais, mais surtout, d'abord le déplacement entre Denver et la Green. On avait pris un machin, 3 heures de route. Non, 12 heures de route. C'est pas 3, c'est 12. Ah bah là-haut, les échelles... Les distances, c'est pas les mêmes. Alors pour un Vosgien qui sortait aux US, c'était terrible de voyager aussi longtemps en voiture. Non, les échelles. On n'en voyait pas le bout, quoi. Arrivé sur la Green, donc on a pris un lodge, le lodge qu'on avait réservé. Le lendemain matin, il y avait des bateaux partout, des guides partout, des gens partout. Ils aiment ça, la pêche en descente. Tu te dis, c'est fou, quoi. On prend notre carte, on va à un endroit qui s'appelle Little Hole.
petit trou. Le petit trou, ouais. Dans la falaise, dans les falaises. Attends, je te place dans le contexte. Tu maîtrisais déjà beaucoup la nymphe à vue à l'époque. Tu n'étais pas qu'en sèche. Tu avais déjà un niveau solide en nymphe à vue. Et puis Chignard aussi, c'était très très bon. Vous étiez 2 pêcheurs aguerris en nymphe à vue. Très bon, voilà, très pour placer bon. le contexte. Voilà. Okay. Donc Little Hall. Et on arrive à Little Hall, parking, agent de sécurité. À l'américaine, armée. Les 4x4 avec les tubes de canne sur les toits. Le flingue, tout, machin. Vraiment, comme nous, on ne voit pas, quoi. Donc, il te donne une place, tu te gares, tu t'habilles, tu vas à la pêche. On fait 20 mètres au bord de l'eau. Et j'ai dit, moi, Chignard, moi, je ne pêche pas là. Pourquoi? Parce qu'il y avait 50 truites de 50. Il y avait des truites partout, des browns, des truites. C'était trop pour toi? Non, mais c'est pas ça. Mais je me dis, on est dans la réserve, quoi, tout près du parking. Tu peux être sûr que c'est la réserve pour qu'il y ait autant de poissons. Parce qu'en France, il n'y a que dans les réserves qu'il y a des poissons comme ça. Il n'y a pas. Et je comprends ton étonnement. Et arrive une nana qui saute dans l'eau, plouf, elle pêche des truites. Et Chignard, il me dit, non, c'est pas la réserve. Il me dit, non, tu peux être sûr que. On a commencé à pêcher des browns, hein, des browns américaines, hein, importées, puisque c'est comme les arcs-en-ciel chez nous. Elles ne sont pas endémiques. Donc les Américains ne les pêchent pas, ou très peu d'Américains les pêchent. Et ce sont. Ah oui, ils aiment leur truite nationale, la Rainbow d'abord. Ils pêchent les arcs. Hein, tout est inversé de chez nous. Oui, c'est inversé d'ici. Donc. Et nous voilà partis pêcher des arcs, enfin des browns. Alors, c'était la régalade directement ou tu as vu des difficultés? C'était pas aussi facile que ça le paraissait. Ah Au début. Le temps de comprendre, parce que c'est assez compliqué. Ouais. Et en fait, une fois que tu as trouvé le truc, c'était plutôt une question de taille de mouche. Ah ouais? Qui n'était pas adaptée. On pêchait trop petit. D'accord. En taille. Ok. Elle prenait plutôt 14-12, alors que nous, on était plutôt habitués à pêcher 16, 18, 20. D'accord. Donc, le lendemain, le soir, retour au fly shop. Prend les truites, les mouches du moment. Qui allaient bien. Et le lendemain, là, on s'est régalé. Là. Et là, c'était comme à la parade, après, il y avait c'était à pied. Les Américains, eux, faisaient le chemin par le bateau, depuis le dam, depuis le barrage. Ils descendaient jusqu'à Little Hall. Leur fameuse pêche en descente. Alors que nous, depuis le bas, on montait le long, parce que alors ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a un sentier tout le long, et quand il n'y a pas de sentier, ils ont cloué des planchers pour qu'on puisse passer, quoi. Il y a 2 mètres d'eau, 3 mètres d'eau, mais tu peux passer quand même. C'est le Disneyland de la pêche à la mouche. Voilà, non, le commercial, c'est vraiment commercial, c'est vraiment fait pour la pêche à la mouche, quoi. C'est pas fait. Et leur avis sur votre pêche à vue à l'époque, ils en avaient rien à foutre? Alors on a pris un guide. Attends, vas-y. Le Chignard, il me dit, allez, on se paye une descente pour voir. Ouais. Ah bah oui, nous voilà partis, on prend un guide. On ne choisit pas, hein, parce que tu dis un guide, le mec, il faut savoir qu'il y a 100 guides. Hein, oui, bah, je connais. Sur la Green River. C'est un business incroyable. Ouais, il y a un autre lodge qui s'appelle Jug Jones, je ne sais plus quoi, un nom comme ça. Ils sont 100. Hein. Ils sont 100 sur la rivière tous les jours. Hein, ah oui, ça m'étonne pas. Été comme hiver. Hein. Et donc, nous voilà partis avec le guide. Le guide, d'abord, il commence à contrôler les bas de ligne. Je vois qu'il sort son canif. Ah, je lui dis, toi, si tu touches à mes haineux, ça va chier. Il voulait me couper les machins parce qu'il y a des haineux. J'ai dit, toi, tu touches pas à mes bas de ligne. Donc, sinon, tu finis à l'eau. Et il me dit, il te vend des mouches. Il essaye toujours commercial. Des mouches. Non, on a ce qu'il faut. Et, tu veux pas une poignée de sauterelles? Oui, non, puis alors, on pêchait avec notre grande pointe, et on lui faisait raser les bords. Et donc, on prenait toutes les farios qui étaient jamais pêchés par les ricains. Est-ce qu'ils pêchaient les arcs dans le par les Américains. Parce qu'ils prenaient les arcs dans le chenal. Ils prenaient les arcs avec des billes, et puis ils avaient des boules de ping-pong comme ça, comme indicateur. Hein. Ça n'a pas changé, 40 ans après. Non, mais donc, c'est la dérive, quoi. C'est le bateau qui fait tout, quoi.
Alors le guide, il était fou. Il n'y avait pas d'indicateur, il n'y avait pas de machin. C'est quoi ces extraterrestres? On prenait des truites. L'autre était malade. Et il vous a autorisé quand même, parce que Cédric Nollin, il s'est fait sortir de l'eau là-haut pour sorcellerie, parce que c'est pareil, il avait rien sur la ligne. Et à un moment, ils lui ont jeté de l'eau, ils lui ont dit, écoute, on comprend pas ce que tu fais, mais tu déclenches. Non. On avait un guide. Mais attends, il devait avoir la mâchoire qui tombait, le mec. Parce que... Ah non, mais on avait un guide. Attends, je raconte l'histoire. Donc, il s'arrête au milieu du parcours, il sort la table, il sort le casse-croûte. Le burger. Tout, mais vraiment bien, quoi. C'est pas comme certains guides français qui pêchent, et puis les clients qui suivent derrière. C'est le guide, il est là pour te faire prendre du poisson. Il y a une vraie prestation. Ah ouais, il y a une vraie prestation. Donc, machin, on arrive en bas, on avait, je sais pas, prévu un nombre incalculable de trucs. Il n'avait jamais vu ça, le mec. Hein. Donc, le lendemain, on le revoit, et il disait à tout le monde... C'est ceux-là les champions. Ils pêchent pas du tout comme nous, ils en ont pris, machin. Mais il disait ça émerveillé, quoi, parce qu'il ne connaissait pas. Quoi. Ah, donc il était plein de respect. Ça, au contraire. Jamais été... Non, mais il y a des personnes qui peuvent avoir l'effet inversé de te repousser parce que et puis après, après la green, je suis allé un coup pêcher l'Hendrick Fork. Henry's Fork, ok, ouais. Je suis allé voir mon idole du montage. Qui? Le patron de chez Trout Hunter, qui s'appelle... je ne sais plus le nom. Un des meilleurs monteurs américains? Oui, le seul qui fait encore des mouches sur le territoire américain. Ok. Qui s'appelle... attends, il faut que je me rappelle le nom. Non, mais on retrouvera le nom dans la vidéo. Non, attends, j'ai trouvé... Moi, ça me dit rien. Tellement de trucs aux USA, je peux pas t'aider. Ah merde. Avec les noms de famille, c'est terrible. Mais tu l'as contacté, t'as pris rendez-vous avec lui? Non. Ah, t'es allé au magasin? Alors, je suis allé au magasin de Trout Hunter. Donc sur la Henry's Fork, il y a le magasin. Sur la Henry's Fork. En face, en fait, c'est un complexe hôtelier. Il a un complexe hôtelier. C'est un Indien. Ah ouais. Ouais. René Harrop, je cherchais le nom. Oui, Harrop, c'est connu. Ouais, bah oui, c'est mon idole de montage. Parce que attends, toi tu montes des ANR en 18, pourquoi c'est ton idole de montage? C'est quoi cette histoire? Parce qu'il monte super bien, Harrop. Ouais, mais ils montent quoi? Des sauterelles, des stonefly? Non, tu rigoles, toi. Des petits midges en taille. Là, tu regarderas. Ouais. Regarde ses livres. Ah bah moi ils m'ont explosé en sèche, les Américains. Ils pêchaient en taille 26 en sèche. Donc je veux te dire. Même en nymphe, il a des toutes petites nymphes. Et puis c'est le mec qui a beaucoup vulgarisé le montage avec des biotes. Ah, les bio-doigts, doigts. Triangulaires, ouais, d'accord. Beaucoup. Bon, chez nous, le bio-doigt... Ouais, mais pourtant ça marche, hein, ça fait des belles mouches. Hein. Ah, mais c'est primitif et on n'est pas dans la finesse, quoi. C'est simple. Ouais. Et il fait des très... pour les stonefly, pour les plécoptères. Non, mais il fait des corps, il fait les corps, les ailes, il fait... Non, mais je suis étonné que Jean-Marc Sommaré ait une idole de monteur américain. Il ne faut pas se tromper. Hein. Tout ce qu'on connaît, ça vient des US. Hein. Ça vient pas de l'Angleterre. Hein. Là, on est un peu cocorico là-dessus. Je suis d'accord. Attention, hein, même les techniques de montage. Hein. Tu prends toutes les techniques de montage d'ailes et compagnie. Non, t'as raison là-dessus. Il faut remettre l'église au milieu du village parce que, sachant que la pêche est dure ici, on se donne pour. Oui, non, mais je vois ce que tu veux dire. Tout le monde croit que. Non, c'est intéressant ce que tu dis. Et les Américains, ils ont réfléchi ils ont ce qu'il faut, quoi. Ils ont les nymphes qu'il faut. Puis ils ont un tel volume de business et de pêcheurs qu'à un moment, il y a toujours. Puis moi, je suis allé chez Ribbon Fly. Ribbon Fly, Ribbon Blue Fly. Ouais, ça me dit plus quelque chose. À Yellowstone. Ouais, Blue Ribbon Fly. Blue Ribbon Fly. Et il t'affiche le menu, hein, par rivière. Ouais, je sais, du jour. Ah oui, aujourd'hui, il faut pêcher avec ça. Ouais. Bon, alors tout est business. Hein. À Goumois, il y a le menu aussi. Aujourd'hui, plat d'épinards. Oui, c'est ça. Mais là-bas, c'est bon. Ah, c'est hallucinant. Ils n'ont pas du tout la même démarche. Quoi. C'est un autre monde. Ah, oui, moi, j'y suis allé 2 fois, c'est un autre monde. Alors, après ça... Tu as été voir à Rop? Oui, donc à Rop. Et tu l'as vu ou tu as juste vu les bacs de mouches? Alors, je l'ai aperçu, malheureusement, je ne l'ai pas vu. À l'époque, il avait des cheveux longs, maintenant, il a les cheveux coupés.
Alors pour moi, c'est plus le même personnage. C'était un Indien, un demi. Avant, c'était vraiment typiquement l'artisan américain qui avait réussi, quoi. Ouais, c'est beau ça. Ouais. Le vrai entrepreneur, le forçat du montage. Qui est... Alors, j'ai quelques nouvelles comme ça de gens qui sont allés voir. Mais il avait des casiers énormes, j'imagine. Non, justement, il n'avait pas beaucoup. Pas beaucoup. Non, parce que toute la production, c'est familial. Et ça part dans le monde entier. Donc, c'est comme Rainy's, tout ça, c'est des grosses boîtes qui partent dans le monde entier. Ça dépote. Ça dépote plein de trucs. Oui, c'est des autres échelles que chez nous. Ouais, ça n'a rien à voir. Par contre, c'est un très bon dessinateur avec des esquisses à l'encre de Chine. Magnifique. Il y a quelques livres comme ça qu'il faut. Il y a des vidéos, machin. Et je me suis pris de sympathie de ce gars-là, parce qu'en plus, il montait avec un Etchemet. Du coup. Et du coup, la Henry's Fork, techniquement parlant, tu as fait plus une pêche à la française alors, on y a pêché un peu. Malheureusement, l'année-là, parce que c'est un barrage de retenue, c'est toujours pareil. C'était alimenté pour les patates, enfin pour... parce que l'Idaho, c'est l'état de home the potatoes. Oui, ils ont les patates sur la plaque d'immatriculation. C'est vrai. C'est the home the potatoes aux US. Donc c'est la maison de la patate. Et donc l'Henry Fox a été créé pour alimenter les champs en eau. Canaux d'irrigation. Donc il y a toute une histoire. Et les moucheurs, ils en ont profité. C'est le gars qui a créé ça, qui a donné ça, et il veut qu'il soit pêché qu'à la mouche. Enfin, il y a toute une histoire. Et pas cher. Ils ont un côté gentleman comme au Royaume-Uni, là aussi, finalement. Et pas cher, mais ils pêchent qu'à la mouche. Tu ne peux pas pêcher autre chose. Au lancer, ça n'existe pas, etc. Il y a des éclosions extraordinaires. Et quand nous, on y allait, le lac avait gelé. Et beaucoup de poissons... Attends, en quel mois ça a gelé? En janvier, février. Et quand nous, on y allait, beaucoup de poissons étaient morts. Du gel passé, de l'hiver passé. Donc la rivière était tristounette. Et donc, on a vite filé... vous êtes mal tombé, quoi. Ouais, très, très mal. Alors que c'est une des rivières les plus extraordinaires à pêcher, paraît-il. Avec la Green, oui, la Henry's Fork, c'est une des plus légendaires. Mais la Green, pour revenir sur la Green, c'est la densité de poissons qui est extraordinaire. C'est la plus grosse densité de poissons au monde. Et tu vois plus d'arcs ou de fario, du coup? Beaucoup d'arcs. Ça bagarre, hein. Alors là, faut ajuster les nylons, donc après ça, on est parti à Craig. D'où l'histoire de la NR. Non, d'avoir pêché dans un... Je ne sais pas si c'est ce que c'est Craig. C'est un petit village. C'est en Missouri, dans le Montana. Dans le Montana. Et c'est un petit village qui est au bord de la Missouri River. Et les gens sont, comment je dirais, dans la religion ils vivent encore à l'ancienne. Il y a à l'époque, les rues n'étaient pas goudronnées. C'est la campagne américaine, c'est les rednecks. Les vrais rednecks. Je vois bien. Les vrais paysans. J'ai fait des road trips aux USA, je peux totalement imaginer, parce qu'il y a plusieurs visages. Enfin, tu as la ville, tu as les rednecks, tu as la mais campagne. tu te dis... c'est pas encore des mormons, mais presque. On y est allé aussi. L'année 2 ans après, je crois, on est allé aux Mormons. Parce que c'était à Soleil City. À Soleil City, le Fly Fishing Show. Donc on a été visiter le Temple. Mais on a repêché la Green River. Mais alors la Missouri, du coup, de ce que tu as pêché, parce que ça c'est assez exceptionnel. Alors la Missouri, le premier coup, pas terrible. Pourquoi pas terrible? Parce qu'on est tombé dans une période, c'était pas génial. Tu veux dire pas d'éclosion, pas de poisson très peu d'éclosion. Tu pêches pas à vue, c'est long, c'est large. C'est costaud. C'est costaud. Donc c'était pas terrible. Donc j'y suis retourné plus tard avec Montaclair en 2004. La fameuse histoire de l'ANR. Mais avec Chinière, on a pêché aussi la Wind River. C'est au Montana, ça? Non, dans le Colorado. Ok. Et en territoire... indien de First Nation. Alors, Shoshone et Arapaho. C'est beau, ça va les tribus indiennes. Donc, il faut aller demander au chef l'autorisation de pêcher, qui te la donne en t'expliquant que les Indiens étaient
un peu tabassé par les Blancs. Qui te refait un rappel d'histoire. Et qui essaye de te vendre un tomahawk, tu sais, un tomahawk taillé à la commande numérique. Tu sais. Il place toujours quelque chose. Bon, c'est un business américain. Et ça vaut quoi la Wind River à la française? C'est une rivière où il y a du vent. Ça porte bien son nom. Ah, ça porte bien son nom. Donc la pêche à vue, là, c'est pas... Ça pêche pas à vue à cause des rides. Ouais, c'est compliqué. Il y a du fish, non? Ah oui, il y a du poisson. Mais compliqué à pêcher. Donc pompon ou indicateur ou sèche, quoi. Compliqué à pêcher. Même en sèche, hein, ça ride. Ah, alors, t'as pas eu des expériences de folie en infavue aux USA Si. Alors, j'y suis retourné donc plusieurs fois, puisque j'y suis allé 8 ou 10 fois aux US. J'avais la chance de travailler pour une société américaine, donc au Texas. Donc mon patron me payait parce qu'il n'y a pas trop de trucs Paris, au Texas. Paris, Houston, et moi je payais Paris, Houston, Denver, le Montana ou l'Idaho ou le Colorado, et il me payait le retour. Donc voilà, donc ça me coûtait pas grand chose. Donc j'y suis allé plusieurs fois, et donc non, j'ai fait des séances sur la Green River, sur l'Henry Fork, sur la Missouri River, terrible. Donc là, sur la Green, si on prend une légende, avec ta méthode, ton approche à la française, très fine, les ANR, ça démonte sec. Ça y passe. C'est terrible. Ouais. Elles sont pas pêchées comme ça. Mais même si tu pousses le curseur sur les plus grosses, tu te pètes pas les dents, ça y passe. Ah non. Y a pas Mais de bon, problème. il faut savoir aussi qu'il y a du pêcheur, hein. Attention, hein. Il y a 100 guides qui passent par jour, hein. Plus les pêcheurs à pied, etc. Donc il y a quand même du monde qui pêche, hein. Mais alors c'est quoi? C'est toujours la dérive qui prime si t'as des pour moi, petites, c'est toujours la présentation, hein. Donc, mais sur les nymphes, t'as pas eu de remise en question? Petit éphémère, bien présenté? Faisant de taille. Ouais. Faisant de taille, terrible. Mais sur les plus gros spécimens, il fallait vraiment soigner l'approche et la dérive. Même pas. Elles sont rarement pêchées comme ça. Ouais. Donc elles sont en poste à 1,50 m du bord, dans 30 cm d'eau, tu pêches, hop, pendu. Ouais. Mais bon, par contre, elles ne font pas des écarts phénoménaux. Elles ne partent pas. Oui, parce qu'il y a plein de bouffe. Elles s'emmerderaient. Elles ouvrent la gueule. Il faut vraiment être précis, les lancer très précis. Mais c'est bien, ça vaut le coup d'y aller une fois. Pour se gaver. Pour te gaver, pour voir ce que c'est. Pour se venger. Puis pour voir ce que c'est, parce que le cadre, à force de regarder les vidéos, puis à force de regarder que du côté de chez nous, on se rend pas compte de ce qui se fait ailleurs, quoi. Ah, c'est grandiose. Déjà le cadre, c'est quelque chose de pêcher quand tu descends à pied, là, tu as les deux falaises rouges de chaque côté. Tu as un trou qui fait 50 mètres de C'est comme dans les films. C'est comme dans les films. Ah oui, c'est vraiment même mieux. Rouge, mieux. C'est pour ça que ça s'appelle Colorado, parce que c'est coloré. Oui, coloré. C'est magnifique. Moi, ce qui m'avait fait halluciner, j'y suis allé 2 fois au Colorado, c'est le manque d'intérêt qu'ils avaient sur cette pêche à vue. Mais aucune forme d'intérêt. Ils sont venus un peu de voir, regarder. J'ai vu, du coup là, avec Chignard, on a vu 2 Américains. Un qui devait être d'origine asiatique, mais un Américain, ça c'est sûr, qui pêchait vraiment très 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 bien. Un nymphe comme nous. Je rigole avec rien sur la ligne. Ah ouais, long bas de ligne et tout, pêchait comme nous. Hein. Mais en plus, avec zéro bouboule, zéro. Ah non, pêchait à vue, vraiment. C'est la première fois que je l'entends celle-là, parce que moi j'entends toujours des. Il y en avait 2, et puis après, tu as tous les autres qui pêchent avec les billes, quoi. Avec les boules de ping-pong. Mais les salauds, ce que j'ai capté là-dessus, parce que j'essayais de pas être con et de m'intéresser et de pas être juste critique. Moi, j'en ai regardé un, j'ai passé 1 heure avec lui qui m'explique comment il pêche. Ce qui m'a fait halluciner pour le coup, voilà, moi c'était il y a 4 ans, c'était plus récent que toi. Putain, les fumiers avec leur truc plombé, ils mettent une nymphe en 22 ou en 24 au-dessus pour niquer les grosses. Ça a peut-être changé depuis 20 ans, mais au-dessus de leur plomb, la nymphe, c'est des moucherons en taille 22. Oui, mais parce qu'ils pêchent au bikini. C'est du bikini. Ouais. Non, mais je veux dire ils pêchent au bikini avec une boule de ping-pong qui tient le plomb. Non, mais ça, oui. Mais c'est pas forcément des stonefly comme ça, parce qu'elles sont tellement éduquées. J'ai jamais dit ça. Et je l'ai vu dans les fly shops, les casiers. 22, 24, 26, 28. Et là où je leur tire mon chapeau, des micros, ah ouais, des midges. Des micro-midges, des micro, comment on appelle ça, crevettes.
Il y en a qui font quelques millimètres. Des petites shrimps de rien du tout, des kiros en taille 28. Oui, mais les farios qui sont sous le bord, ben, elles prennent une faisante taille. Hameçon de 18 sans problème. Mais en sèche, rien à dire. Hein. Moi, j'ai vu des mecs pêcher en sèche, pareil. Hein. Elles gobaient ça, hein. Elles gobaient des moucherons en taille 22. Ah bah bien sûr. Hein. Les petits trucs de merde qui te piquent le soir, elles étaient là-dessus. Et des arcs de 50. Hein. Bah l'Henrik Fork, c'est ça. Hein. C'est ça hein. La taille, c'est mini. Puis quand ça éclose sur l'Henrik Fork... T'en bouffes par les trous de nez. Ça te rappelle des souvenirs d'il y a 30 ans. Ah là, mon pauvre. Ça, c'est des éclosions comme... Tu t'arrêtes, tu ne peux pas pêcher, parce que de toute façon, il y a tellement de mouches sur l'eau, tu as 0,0001% que ça soit la tienne. Bah, bien sûr. Il faut ou pêcher au début, ou pêcher à la fin, mais en pleine éclosion. Mais on en revient à la même chose, hein, c'est toujours pareil, ils ont une ressource en eau, même si ça baisse aussi aux USA. Moi, j'étais faire Grand Canyon, tout ça, j'ai vu le lac Powell, où on voit les traces d'eau qui baissent, mais ils ont tellement des montagnes d'eau que c'est des proportions... Ça baisse chez eux aussi, mais il y a tellement d'eau que des éclosions... Mais tu sais aussi qu'il y a, par exemple, la Green Rivers, l'histoire de la Green Rivers, ils ont foré, ils ont cherché le niveau du forage. D'abord, ils turbinent au fil de l'eau. Ils ne lâchent pas d'eau. Oui, c'est des tailwaters. Il y a 100 mètres cubes, ils lâchent 100 mètres cubes, il y a 50, ils lâchent 50, il y a 2, ils lâchent 2. Ça, c'est inversé chez nous, c'est un système de stabilité. Voilà, c'est très stable. Et ensuite, ils ont cherché au niveau du dam, enfin du barrage, l'endroit où lâcher l'eau qui serait à température idéale pour les salmonidés. On est des australopithèques, nous. Donc au lieu de lâcher de l'eau à 2 degrés ou à 25, ils lâchent de l'eau à 12 degrés toute l'année. C'est toute l'année, été comme hiver. Et c'est pêchable tout le temps. Alors après... Les truites n'ont plus le cycle des saisons, ça pose d'autres problèmes. Et puis ils ont mis une politique en place, enfin je ne sais pas si c'est encore le cas sur la Green Rivers, mais où tu as le droit de prendre un poisson en dessous de 25, ou 2, parce que tu as le droit à prélever 2 poissons, mais en dessous de 25 ou au-dessus de 60. Par contre, les géniteurs, tu ne touches pas. Les fenêtres de capture, Ah oui. Mais ils ont une finesse. Je pense, moi, que c'est l'avenir en France, d'ailleurs. Bah oui, mais ils ont tellement une finesse et une logique d'analyse que tu peux que saluer ça. Quoi. Quand tu vas chercher dans le barrage... Et nous, pendant ce temps-là, on fait quoi? On fait des éclusées chasse d'eau sur la rivière d'Ain. Enfin, puis tu ne peux pas discuter. Ah non, nous, c'est 40 heures de débat pour mettre quelque chose en... Enfin... Mais c'est pas 40 heures. C'est 40 ans sur la rivière d'Ain. Et ils continuent de les écluser parce qu'on n'a pas mis en place tout ce qu'il faut pour compenser. Et tu sais le phénomène de ça, tiens, Patrick Godet, que tu connais, il y a un mois, il est revenu de Ribnik. Et je vois beaucoup de gens qui reviennent de l'étranger. Moi, je suis comme toi, je suis dans la mouche tout le temps. Et ils ont le blues, quoi. Quand ils rentrent en France, ils vont pas pêcher tout de suite pendant quelques semaines parce qu'ils sont... Je sais pas si c'est une forme de dégoût ou quoi, mais quand tu rentres de destination comme ça, tu te dis, putain, le manque à gagner qu'on a. La Ribnik, bon, moi... Non, mais Ribnik ou autre, mais quand tu reviens chez nous, que tu as fait la Nouvelle-Zélande, les USA, la Laponie, quand tu vois le potentiel qu'on a et ce qu'on en fait... Disons que oui, mais on revient au débat c'est le serpent qui se mord la queue. C'est les queue. fédérations qui font pas ce qu'il faut, c'est l'État qui fait pas ce qu'il faut. Ouais, mais est-ce qu'on n'est pas un pays avec de la surpopulation? Parce que dès que tu étales le territoire, est-ce qu'on compare pas ce qui n'est pas comparable? Parce que aux USA, je l'ai fait aussi les 5 heures de route. La Ribnik. Ils sont 100 pêcheurs sur 3 km. Ça fait 10 ans que ça prend du poisson. C'est vrai. Hein mais bon, personne n'en prend. Les garde. Faut jamais... on revient au no-kill alors. C'est no-kill. Hein. On revient au no-kill. Donc... Ouais, mais bon, la loue, c'est no-kill. Moi, je suis convaincu que sur la Ribnik, ils bassinent les truites. Hein. C'est surtout les ombres, la thématique qui marche bien. Quoi. Apparemment, Ribnik sur les ombres, comme tu dis, ça fait 10 ans que ça encaisse. Moi, j'y suis allé. Tu pêchais un spot, il y avait 40 ans de 50. Quoi. Il y a toute l'Europe qui pêche la Ribnik. Et le nouveau truc, c'est l'Espagne, c'est pareil. Oui, mais c'est de la remise, l'Espagne. Tu prends le terre, il y a un barrage, je sais pas quoi. Il bassine. C'est comme non, mais t'es sur des thématiques de bassine. C'est sûr qu'une zébrée de la Loue ou un moi j'ai rien contre. On va prendre par exemple la Moselle. Tu prends la Moselle en dessous de Remiremont jusqu'à Épinal qui est en première catégorie. Tu dis principalement peuplé de truites de bassines.
tu ouvres ça toute l'année, tu bassines tous les jours, tu captes sur la Moselle tous les pêcheurs qui vont pêcher la Ribnick, hein, moi je te le dis. Bah faisons au moins ça au minimum. Bah oui. Bah pourquoi au minimum on ne le fait pas? Si au moins ça. Mais non, mais on se leurre sur la réalité des choses. Ah, enfin, pour moi, hein, on pourrait faire la même chose sur la Basse-Loup, on pourrait faire la même chose sur le Doubs. Ça marche ailleurs, pourquoi ça ne marcherait pas chez nous? Et d'ailleurs, tant que je te tiens, on va dériver de sujet, parce qu'on avait abordé ça avec Cédric Nolin, que lui, il a vu aussi le linéaire se réduire comme peau de chagrin sur la Loue. Et quand il était jeune, il pêchait à Rennes-sur-Loup les truites, et maintenant il me dit je passe plus. C'est normal, ça, avec la température d'eau. Les truites remontent en tête de bassin. Hein. Les truites, les ombres. Hein. Ah, mais t'imagines la réduction de linéaire sur toutes les rivières? C'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. Ça s'est réduit comme une peau de chagrin. Comment veux-tu que les mecs ne soient pas à l'affût du moindre coin de pêche? Avant, tu pêchais à Rennes-sur-Loup, personne ne disait rien. Personne ne savait qu'il y avait des truites à Rennes-sur-Loup. Bah oui. Les mecs allaient pêcher à Ornans, allaient pêcher chez Sanso, allaient pêcher à Sunsier, etc. Maintenant, à Rennes-sur-Loup. Maintenant, je vais être cru. Encore 2 ans de sécheresse et toi et moi, on fait du vélo ou de la couture, on fait plus de pêcher à la mouche parce que. On va être obligé de faire comme beaucoup font. Ce qui est déplorable, c'est d'aller dépenser notre argent ailleurs. Mais là, on est dans la réalité, je pense. Encore 2 sécheresses comme ça et puis. J'espère que non. On a eu un petit répit cette année, un petit peu de pluie, mais. J'espère que non. Cette année, c'est moins catastrophique que l'année dernière. C'est moins, mais ça l'est aussi. Ça l'est encore. Et puis, il se passe rien. Il se passe rien pour les agriculteurs. Il se passe rien. Alors, je veux pas mettre la faute aux agriculteurs ou quoi que ce soit. C'est un des problèmes. Après, oui. Les agriculteurs, l'assainissement. Mais j'explique. On a supprimé des rejets organiques dans la rivière où il y avait des gros poissons. Bah oui. En supprimant les rejets organiques, il n'y a plus de gros poissons. Bah bien sûr. Parce que ça fait des insectes, c'est les rejets chimiques qui foutent la merde. Bah oui, bien sûr. On ne s'attaque pas au bon problème, quoi. On met de l'énergie. Ouais. Hein, si on réfléchit, hein, c'est pas forcément le rejet de la vaisselle qu'il faut traiter et compagnie. Hein. Et bon. Tiens-toi bien là-dessus, j'ai entendu un documentaire l'autre fois où il parlait de réinjecter l'eau dégueulasse. Non, l'eau traitée dans les nappes. C'est un nouveau projet qu'ils ont. Mais je pense que c'est un jeu à somme nulle puisque à un moment, l'eau, tu vois. Mais l'eau qui est traitée des stations d'épuration, c'est un sujet qui est connu. Tout ce qui est mis dedans à base de chimie, les médicaments par exemple, les gens qui traitent le cancer, etc. Les hormones, les machins. La station d'épuration ne les traite pas. Ça repasse dedans, ouais. Donc si tu réinjectes cette eau-là, qui est de toute façon toujours polluée, au-dessus, tu vas aggraver le problème. Enfin, pour moi, hein, voilà. Ouais. Je ne suis pas un spécialiste et j'y connais rien. Mais le bon sens voudrait qu'il faut réinjecter de l'eau pure, mais pas de l'eau... et de l'eau de pluie, pas de l'eau... Ouais, mais ce qui pose problème, c'est que quand tu prends n'importe quel pays européen au pif, la pêche en France, j'ai envie de dire, c'est pas pour rien qu'on est champion du monde, parce que c'est tellement dur de prendre une truite en France. Il n'y a pas de demi-mesure, parce que tu passes n'importe quelle frontière. La Suisse, l'Italie, l'Allemagne, je le sais, je l'ai fait. Tu fais 1 kilomètre, tu fais plus de poissons. C'est vrai ce que je dis. Oui, mais c'est beaucoup bassiné. Ouais, mais alors il y a un truc... Ouais. L'Italie, c'est bassiné. La Suisse, c'est souvent alors on a bassiné. une culture du patrimonial qui est forte, quoi. Ben pour moi... ce qui n'est pas mauvais non plus en soi, mais... On veut récupérer des truites zébrées de la Loue. Moi, écoute, pendant un temps, ils ont albiné en Atlantique de la Loue. Moi, je peux te montrer des photos où j'ai pris des très beaux poissons atlantiques dans la Loue. Elles n'ont rien à foutre là. Elles avaient au moins les zébrures ou pas, même pas? Comment? Elles avaient même plus. Ah bah non, c'est des vrais Atlantiques. Ouais, des truites du Danemark ou de. Du bassin. Ou de la Bretagne. De la Bretagne ou je sais pas quoi. Mais des poissons magnifiques. Ouais. Mais
Rien à voir avec une Atlantique. Enfin, une zébrine. Rien à voir. Non, c'est intéressant ce que tu dis, parce que je me suis beaucoup baladé. Et c'est vrai que cette culture du bassinage en France, on l'a pas et on la veut pas. C'est intéressant, hein, parce que c'est vrai que c'est beaucoup bassiné. Italie, bassiné à mort. Allemagne, bassiné à mort. On va pas se mentir. Autriche, bassiné à mort. Slovénie. Voilà, il y a juste à nommer les pays, quoi. Tu sais ce qui reste d'endémique? Des endroits paumés comme la Laponie ou la Mongolie. Parce que c'est au bout du monde. Oui, USA, et attention, ils bassinaient à mort aussi, les Bien USA. Sûr. Attention. La Green River, c'est bassiné. Attention, même si c'est des poissons avec des belles nageoires, ils ont des process de bassinage. Tu vas sur la Green River sur Dame, et pour $1, tu as le droit de lancer des croquettes aux truites. Tu as 2000 truites arc-en-ciel qui attendent que tu bassines. Hein. Tous les gens visitent le Dame et lancent des croquettes en dessous. Oui, mais si je grossis le trait, alors on finira la France, comme tous les pays européens, par bassiner. Tôt ou tard. Voilà. Si on fait rien. D'où l'excès de gens en réservoir. Vosgien, tu connais Secours. Bien sûr. Il y a un transfert énorme de moucheurs qui veulent, putain de merde, plier le carbone. C'est leur droit. Ils veulent prendre du poisson. Et c'est compréhensible. Bien sûr. Ils payent, après, ils veulent prendre du poisson. Jusqu'où tu tiens ton éthique pour prendre une truite zébrée ou un nombre de souches? C'est autre chose. Ça. Mais l'excès de gens en réservoir, tu sais qu'à Secours, ils ont des chalets, ils sont loués tout le temps. Il y a un business pêche. C'est à la fois beau et moche, mais le business pêche, il est là, quoi. Les gens, il est là à Saulsure aussi. Hein. À Somme-Dieu aussi. Somme-Dieu. Voilà. Mais tu vois le transfert qu'il y a. Il y a combien de dégoûtés de la rivière les 5 dernières années qui vont à Secours parce qu'ils disent, écoute, moi j'ai, comme tu dis, un week-end de pêche. Je pas envie de me faire chier à Ornans, avoir 2 truites et demie champignonnées pour. Si tu les trouves. Si tu les trouves. Bon, il faut connaître après. Bon, mais c'est compliqué. Quoi. Je vais te faire varier sur un autre sujet. Et ça devient de plus en plus compliqué. C'est un sujet. Mais on a beaucoup parlé de gestion, tout ça. Ouais. On va repasser sur une petite thématique. Alors, tu vas faire attention, je sais que tu es précieux avec tes mains. C'est un petit cadeau flight time que je te fais. Et la question, c'est quel est ce matériau? Il faut que je mette mes lunettes. Tiens, je te passe tes lunettes. Et si possible, mes loupes. Non, c'est bon. C'est bon? Oh, tu pourras deviner, là, c'est pas si Quel est ce matériau? Ouais. C'est quelque chose qui pourrait te plaire. D'abord, c'est de l'habit, mais... Bon, l'habit, d'accord. Oui. Mais c'est quoi? Oh, je mettrai des photos, le caméraman, on peut pas avoir... Il n'y a pas de problème, je mettrai des photos. La pierre, je sais pas. Ah ouais, bah, ça me fait plaisir parce que oui, un rendu de pierre... Non, mais le rendu, il est beau. De la vieille pierre. Le but du jeu, c'est que ce soit vieilli, mais rapidement. Alors, il faut que tu me fasses une proposition, parce qu'un monteur de ton niveau, là... si, là, attends, t'as du potentiel, Ça te plairait, ça, comme bille, déjà? Ça, c'est une bille. Donc, la couleur, ça va. Ouais. Ça pêche, c'est terne, Ça te plairait de monter une nymphe avec ça? C'est lourd. Il faut que je teste. Vas-y, teste. Tu peux en perdre une autre, de toute façon, je te les laisserai. C'est cadeau. Alors. C'est pas du tungstène? Ah, il est fort. C'est là qu'on voit là. Ouais. Ah, je te donne aucun indice, tu vois. Alors, c'est pas du plastique, parce qu'elles n'ont pas tout à fait la forme là. Ouais, c'est bien. Par élimination, pour le moment, c'est bien. Pas du tungstène, pas du plastique. Je peux te donner qu'un seul indice, c'est quelque chose qui a été vieilli très vite. Ce qu'on cherche à chaque fois à vieillir avec l'âge. Mais je pense que là, c'est un trop gros indice. Quand on cherche à vieillir. Ouais. Le vin? Non. Ah oui, ce serait bien d'accélérer le vin comme ça. Ah non, là, faut que tu me fasses une proposition. Là. Non, mais ça peut être du minéral, comme ça peut être... Puis tu vas être surpris de ce que c'est. Hein. Oui, un genre d'aliment ou je sais pas quoi. Ah non, c'est très solide. Non, c'est très solide? Non, c'est purement dans le tableau de Mendeleïev. Si t'es bon en chimie, que tu connais le tableau de Mendeleïev, c'est purement... Je connais rien en chimie. Je connais que la mécanique. C'est un élément. C'est un élément de base du tableau de Mendeleïev. Aucune idée. Tu donnes ta langue aux truites? Oui, aux truites. Ouais. Et c'est des billes en laiton, mais vieillies, patinées. Tu sais, comme les meubles en laiton à Tati Jacqueline, ok? Tu sais, le laiton. Oui, je connais. Pas le cuivre, hein, le laiton. Oui, le laiton.
Et quand tu vieillis ça, alors moi c'est quelqu'un qui le fait pour moi parce que j'aime pas tripoter des chimiques, donc sûrement avec des acides que tu dois connaître. Ouais. Donc t'habilles le laiton à la base, il est couleur un peu mordoré, tu sais, un peu or vieux quoi. Et puis ça vieillit, ça ternit. Hein. Ouais, mais c'est encore trop clinquant pour les poissons difficiles, cette espèce de vieil or, tu vois. Donc quand tu le passes dans un acide, et ben ça fait ces billes couleur chocolat vraiment bouffé, granuleux. C'est bouffé par l'acide. Voilà, et ça moi j'aime beaucoup pêcher mais avec ça dure dans le temps. Ouais. La forme là est à peu près... Alors, ce qu'il faut pas faire, mais ça faut pas faire ça avec toutes les mouches, c'est l'enfermer dans une boîte humide pendant 3 semaines. Je dis souvent, il y a des gens qui prennent pas soin, tu sais, toi tu fais pas ça quand il a plu sur la boîte. J'enlève la boîte et j'essuie. De toute façon, si tu niques la bille là, tu niques tout le fer. Donc, voilà. C'est sûr. Mais sinon, non, si la mouche elle est sèche en sortie de pêche, Mais voilà, je pense que ça te plaira. Parce que c'est léger en plus, j'ai pensé à toi. Ça correspond à ce que moi j'aime. C'est dans tes lestages. Voilà, c'est une bille d'un 5 ça. Ah ouais. C'est non 2. J'aurai des 1,5 plus tard. Si c'est pas mal ça. Ouais. Donc c'est le genre de truc. Après, pour moi en étiage, c'est déjà beaucoup trop lourd ça. Bite 2 laiton, c'est déjà trop lourd. Ah oui, en étiage, oui. Oh nom de Dieu. Ah ouais, c'est vrai que ça. Oui, c'est vrai dans un 5. Ouais, c'est vrai que dans un lys au mois d'août, c'est une bite 2, ça peut bloquer. Mais même dans un mètre d'eau. Hein. Dans un mètre d'eau, quand ça court pas, faut zéro plombage. Hein. Le poids de l'hameçon, ça suffit. Hein. D'ailleurs, en parlant de ça, tes tailles classiques, tu m'as dit, t'es 16, 18, 20, mais quand tu es acculé à tes limites, ça va être, tu vas pas pêcher en 26 parce que tu décrocheras la truite. Ton pire des cas, c'est 22, 24. Quoi. Ouais, je vais jamais dans les extrêmes, que ça soit en grosseur ou en maxi, taille maxi, en taille, hein, ou en mini, je vais pas. C'est comme le fil. Je descends. Cette année, j'ai dû pêcher une fois en 10. Ah ouais? Une seule fois. Mais ta routine, c'est quoi, du 12? 12-8. T'es sérieux? Ouais. 14-4, bien souvent. Ah ouais, là, ça va en calmer une paire, là. Ah oui, mais ça sert à rien. Putain, la vache. Ah, c'est il n'y a pas plus de refus. Ah là, ça m'intéresse, ça, pour le coup, parce que ça, c'est fort parce que de café. Tout est dans la dérive et dans la présentation. Ouais. Je reviens à ce qu'on disait précédemment. Les gens descendent en finesse pour compenser le manque de précision dans la dérive. C'est ça. Une fois que tu as compris ça, tu peux pêcher. Alors, j'attaque des grosses truites en 16. Ouais, mais quand ça s'y prête, quand il y a un tas de merde ou qu'elles sont actives. Non, parce que j'ai envie de la bagarrer. Quoi, donc, j'ai pas envie de la péter au bout de 2 mètres. Elle prendrait en 10 sans problème. Mais comme j'ai envie de la bagarrer, j'attaque en 16. Et ça gêne rien. Ah, tu veux dire que tu vois un trophée à l'étiage, une truite de 65, tu vas... Je change, moi, le badding. Tu l'attaques en 16 centièmes sur oui, mais 14, 16. Putain. Sauf la truite que j'ai prise cette année en 12-8, parce que j'avais pas le choix. Ouais. Elle était postée à un endroit où elle était postée où quelqu'un pouvait passer, et si quelqu'un était passé là, le temps que je change de badding était parti. Donc j'ai eu quelques secondes pour l'attaquer. Donc, ça tombe bien, justement. On continue l'avalanche de cadeaux. Ouais. Alors, ça c'est une boîte pour les hameçons forts de fer. Tu vas regarder, mais justement, en parlant de grosses truites, sur ce cadeau, tu vas nous raconter ton meilleur souvenir de grosses truites. Peu importe la méthode, mais je pense que ce sera sèche ou nymphaluge. Donc ce sera plus pour tes streamers. Je sais que t'es petit pêcheur, mais je suis sûr que tu auras quelques mouches qui passeront dans les fentes des grosses mouches. Sympa, merci. Mais c'est avec plaisir. Mais c'est vraiment une excuse pour que tu nous racontes ton meilleur souvenir de grosses truites. Je suis sûr que tu as une belle histoire à nous raconter. Cette année, avec Jackie. Ah ouais? Jackie Rurik. On va parler après. Ouais. Pas un monstre. Hein. Ouais. Non, mais quelque chose de mémorable. J'ai deux gros poissons. Vas-y, des choses mémorables. Ouais. Donc, la première, c'est avec Jackie. Ouais. Cette année. Tout frais. De juin. Juillet. Il avait fini ses cours. On mettra la photo quand tu parles de trucs. Et on était sur un plat. Et ça faisait plusieurs jours qu'on voyait un poisson. Beau poisson. Qui était posté, mais qui ne bougeait pas. Jackie l'avait attaqué, il l'avait loupé une fois. Et un jour, on avait pêché à un autre endroit. J'ai dit, viens, on retourne, on va faire un tour. On fait un tour, Jackie passe devant,
Bon, je ne sais pas s'il la voit ou il ne la voit pas, j'en sais rien. Moi, j'arrive, je vois la truite posée au fond. Mais je ne voyais pas la truite, je voyais la queue bouger comme ça. Ah putain. Juste ça, je ne voyais rien d'autre. Et je dis, mais elle est là. Alors, je mets une faisant de taille, pas plombée, je lance, je laisse dériver 3 mètres et je vois la masse du fond qui se soulève comme ça. Ah putain. Et qui s'arrête, qui ouvre la gueule et qui prend la nymphe tout doucement. Et là, toute l'affaire. Bagarre, 57 cm, un bon 4 livres. Ouais. Oui, c'est vrai que toi et Perrachon, vous parlez en poids. Ouais. Comment? Vous parlez en poids avec Perrachon. Ouais. Perrachon est très doué pour les longueurs. Il ne se trompe jamais. Hein. Oui, il a le compas dans l'œil. Au demi-centimètre près. C'est hallucinant. Puis l'autre, c'était en 2015. Ouais. J'arrive dans un coin, pareil, un grand plein, mais ils avaient baissé le niveau d'1 mètre à peu près. D'1 mètre. Parce qu'ils réparaient en plus bas une vanne ou un truc. Une échelle à poisson. Mmh. Et j'arrive, il y a un mur, enfin un grillage à droite, à gauche, et un arbre à droite. Il y a 3 mètres pour la lancer. Je vois un poisson qui descend. Mais je vois un poisson. Hein. Là, je me dis, ça c'est du sérieux. Puis elle descend, puis elle passe. Et puis je ne peux pas la pêcher. Alors j'attends, prêt à lancer. Il y avait encore ils avaient baissé d'1 mètre, mais il y avait encore au moins 1,50 m d'eau. Hein. Et dans les, je sais pas, 5 minutes qui suivent, je vois une masse au fond qui remontait tout doucement. Mais tout doucement. Je lance, j'ai pas réfléchi. Hein. Je lance, j'avais une bille d'1,5, donc pas tungstène, hein, cuivré, hein, enfin en laiton. Ouais. Je lance au moins 7-8 mètres devant, au moins. Et je laisse descendre. Et je regardais le point d'immersion du bas de ligne, et je voyais la truite qui montait. Et au moment où il y a eu les deux qui se sont mis, donc la truite qui est arrivée en dessous du point d'immersion, j'anime et l'autre elle décolle comme ça. Ah putain, ça c'est le plus beau. Comme ça. Comme à la un verticale. ombre. Ouais. Pendu, j'ai déjà mis la photo, la vidéo sur Facebook. Elle faisait 65 cm pour 3 kg. Putain. Ah, quand tu t'en fais monter une comme ça, c'est beau. Hein. Ah, c'est extraordinaire. C'est ce que tu préfères de les faire monter. Et puis j'en ai encore une autre. Ouais, vas-y. Je pêchais les riverains. Je ne sais pas si tu connais. Non. Alors les riverains, c'est un parcours sur l'Ain. Ok. Et j'étais accompagné d'un gars. Et j'arrête et je tombe en arrêt. C'est comme un chien d'arrêt, la patte levée. Et je dis au gars qui était avec moi, je dis, regarde, on était en surplomb de 2 mètres à peu près là, un peu moins que la hauteur de la pièce. Hein. Ouais. Et je dis, regarde ce qu'il y a au fond. Le garde, il regarde, et puis il me fait, je vois pas. Je dis, comment ça, tu vois pas? Il me dit, non, je vois pas. Il me dit, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, tu vois pas la truite? Il me dit, ah non. Il me dit, regarde. Je dis, mais regarde bien. J'y regarde la queue. J'ai la queue, elle bouge. Elle me dit, je vois pas. Mais il me dit, le machin que tu me montres, là, c'est une branche. Un tronc. Je dis, non, c'est une truite. Ben non, qu'il me dit. Je dis, pousse-toi. Allez. Je prends. Alors, j'ai rendu hommage à une mouche. Je monte une mouche à boisson. Une fressane. Une fressane. Je monte une fressane. Hameçon de 10. C'est beau, ça, ouais. Beau casse-croûte, ouais. Pas plombé. 0 plombage. Enfin, 0 cuivré lestage cuivre, au cul, ouais. Pour que, comme l'a précisé son créateur, elle nage légèrement comme ça. Je pose 5 mètres devant. Mais elle était profonde. Il y avait bien 2 mètres 20, 2 mètres 30 d'eau. Donc, dans ma tête, je me dis, si elle mord, comment on fait, quoi? Parce que
je calculais déjà comment j'allais la bagarrer. Et j'ai attendu, mais 10 minutes peut-être, il n'y avait pas de courant, que la nymphe, le point d'immersion du bading avance de la truite. Et arrivé, le point d'immersion arrivé à 1 mètre à peu près de la truite, je vois la truite qui soulève, qui fait 1 mètre, et par réflexe, je fais elle était pour pondue. toi. Elle a fait la lessiveuse, je ne sais pas si tu sais ce que c'est. Elle a fait la lessiveuse. Alors j'étais avec une SWAT 6, j'étais en 16 centièmes, je l'ai treuillée, mais c'était une truite monstrueuse, je l'ai treuillée. Elle n'arrivait pas à partir. Et comme je lui mettais une pression, elle montait, elle montait comme elle faisait la lessiveuse. Elle montait, je l'ai amenée quasiment en surface, elle tapait l'eau dans tous les sens. Elle pouvait pas. Je vois bien comme elles font comme ça. Elle était prise. Elle était cuite. Et au lieu de dire à mon copain, prends, saute à l'eau, va l'épuiser, je saute à l'eau avec l'épuisette. Dans les 2 mètres 50 d'eau, je saute à l'eau. Mais le temps que j'arrive au fond, je remonte, ça donnait 10 mous, elle s'est rééquilibrée, elle a stonk. Ah, t'as tout noyé, le water, ce machin. Ah bah, dans 2 mètres 50 d'eau. T'as pas le choix. Ah bah, j'ai sauté, les mouches, tout y a passé. Et j'ai perdu cette truite-là, estimée entre 80 et 90 cm et 7, 8 kilos. Ah oui, sur la rivière d'Ain, ça m'étonne pas. Autre comme ça. Hein. Bah, c'est grâce à la Fressade. Hein. Ah oui, non, je reconnais. C'est une sacrée nymphe. Hein. Moi, je reconnais. D'ailleurs, il y en a, hein, j'en ai. Ouais. Il y en a plus d'un qui la pêche, celle-là, la Fressade. C'est une excellente mouche. Et d'ailleurs, tant qu'on y est là-dessus, donc ANR, Fressade, on cite des noms. Larve de tricot, après, c'est quoi tes grands classiques? T'es vraiment Pheasant Tail à 95%. Quoi. La tête cuivre. Ouais, la fameuse moi, cuivre. J'appelle pas ça une Pheasant Tail tête cuivre, j'appelle ça carrément une tête cuivre. Fil enroulé. Faisant derrière, cerclé, voilà. Ça marche. Bah, c'est une légende française aussi. Hein. Ouais, moi j'ai connu ça par un mec qui pêchait chez Sonso. Je le voyais prendre des ombres. Je dis putain, mais le mec là, un Parisien qui prend des trucs, des ombres chez Sonso. Enfin, je ne connaissais pas, c'était un mec très doué. Et je vais le voir, moi je me dégonfle pas. Hein. Je dis salut, ça va, très sympa le mec. Avec quelle mouche tu pêches non, j'ai dit, non, parce que moi je fais attention, je ne demande pas avec quelle mouche tu pêches. J'ai dit vraiment, tu les ramasses. Hein. J'ai dit, moi j'arrive pas. Alors il me dit, c'est parce que tu n'as pas la bonne mouche. Bah, j'ai dit, je pêche avec machin. Il me dit, viens, je te montre. Et il pêche, pendu. Il me montre, il me dit, tiens, tu gardes ça pour toi, mais tiens. C'était une tête cuivre. Mais je parle de ça il y a très très longtemps. Ouais, mais la cuivre, elle est bonne parce que ça casse l'effet bi, justement, tous ces micro-enroulages. Pourquoi elle est bonne, la cuivre, à ton avis? Je sais rien. Ouais, t'as pas d'explication? Pour moi, c'est une bonne combinaison. Alors, entre la couleur, parce que elle n'est pas efficace dans toutes les couleurs de cuivre. Ah ouais. Parce que si tu mets un cuivre rougeâtre ou brunâtre, elle n'est pas si efficace que quand c'est du cuivre rosé. Ouais. Alors, là aussi, c'est chacun... C'est une croyance, quoi. Voilà. Et ça dépend du plombage. Il ne faut pas les faire trop plomber. Il en faut des plombées, il en faut des longues, il en faut des courtes. Il y a des fois elles prennent plus facilement sur des hampes longues que des hampes courtes. Donc c'est... c'est encore toute une science, chaque mouche dans ses déclinaisons. C'est des fois compliqué. Et pour rien, ça change. Hein. J'ai une anecdote là-dessus. Ouais. Avec Chignard. on achète des mouches et on ne prend pas le même casier aux US. Donc moi je prends 12 mouches, il prend 12 mouches. Le même modèle, tu veux dire? Oui, le même modèle, mais on croyait que c'était le même modèle. D'accord. On pêche à Green, à Little Hall, on sèche. Donc c'est même pas la nymphe. Hein. Il y a des grosses arcs qui gobaient en plein milieu. Au Little Hall, on lançait, poum, pendu. Je lance, poum, pendu. Je lance, poum, pendu. Je lance, poum, pendu. Chignard, il me dit,
avec quoi tu pêches? J'ai la même mouche que toi. On l'a acheté ensemble. Ça, c'est intéressant. Ouais. Non, il me dit, non. Il me dit, elle est au bout, t'apprends pas. Je regarde, moi, pendu. Il lance, rien. On était à 10 mètres l'un de l'autre. Hein. Il descend, il me dit, viens voir. Alors, regarde les deux mouches. Hein. Il y en a une qui était cerclée argent, l'autre cerclée or. Hein. Oh putain, ça c'est proche. Ah ouais. Enfin, c'est proche. Ouais, non. Eh ben, c'est l'orflet. C'est l'orflet des herbes en dessous qui changeait la tonalité entre le reflet, l'or et l'argent. Il a pris, alors je ne sais plus si c'était moi qui avais une or et lui une argent. Je lui ai donné la même que moi et il a pris du poisson. Ça c'est vicieux. Ça, c'est une sacrée. T'apprends quelque chose là sur. C'est pour ça qu'il faut. C'est pour ça que depuis, je fais très très attention aux têtes, aux couleurs des têtes. Ouais. Ça, tu sais comment ça s'appelle? Ça porte un nom. Ça s'appelle de la sérendipité parce que tu apprends quelque chose sur en fait une erreur complètement aléatoire. Tu apprends une grande leçon et c'est une leçon. C'est pas une erreur. Oui, on peut appeler ça une erreur, mais mais sur un fait totalement aléatoire que tu n'aurais jamais mis en œuvre logiquement, jamais. Puis jamais j'aurais pensé ça. Tu prends une leçon incroyable, tu vois. Puis jamais j'aurais pensé ça. Comment? Pour moi, c'était les deux mouches identiques. Donc je me dis, alors que Chignard, il pêche. Moi, je vais te révéler un secret parce que confidence pour confidence, comme tu m'as donné la recette de la céramique à craquer de Garcia, qu'on salue, qui est un très bon pêcheur. C'est pas de Garcia, je ne sais pas, moi. Bref, ce modèle français, une fois de plus, on ne revient pas au créateur, mais qui est la céramique craquée. Et moi, les gamarres translucides, je me suis rendu compte qu'ils prennent plus parce qu'en fait, avec la lumière qui passe à travers le corps, ils prennent la couleur du milieu. Alors, c'est con. C'est con, mais c'est comme ça. Tu essayeras de faire la même chose avec une oreille de lièvre. Tu t'en montes des argentés et des dorés. Et tu verras que sur les rivières à herbe, ça ne donne pas du tout le même résultat. Ou doré, quand il y a les herbiers, t'essayes. C'est fascinant. Hein. On est plein de certitudes. Une or marchera sur des rivières herbeuses. Alors qu'une argentée, tiens. Et pourtant, c'est. Et c'est la même, hein. Non, mais or, argent, c'est pas. C'est le reflet renvoyé. Alors, pour moi. Hein. Tant qu'on continue là-dessus, on tombe sur un beau sujet. Devine. Un petit cadeau, une petite boîte où tu rangeras tes dubbings ou ce que tu veux. Je devine. C'est une boîte très simple. C'est pour ranger tes trucs, mais c'est pour lancer la thématique. Tu trouveras quelque chose à ranger là-dedans, j'en doute pas. Tu mettras une petite étiquette. Des quilles de pan. Voilà. Donc, je vais te poser une question. La plupart des très grands nympheurs sont vraiment sectaires sur les grosses truites. Et toi, apparemment, tu as quand même un certain amour pour les ombres. Timalus. Ouais, mais pour moi, même sur les... J'ai plaisir à pêcher une truite de 35. Mais tu snobs pas les ombres. C'est quelque chose qui te plaît, la pêche de l'ombre. Pas du tout. Un gros ombre, je le pêche. Là, je n'étais pas pêché parce que cette année, j'ai très peu pêché les ombres parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Ils sont quand même mal répartis. Sur la Moselle, il n'y en a plus beaucoup. Sur la Loue, le Doubs, tout ça, il n'y en a pas beaucoup. Mais c'est quoi que tu aimes bien chez l'ombre? C'est qu'il faut se péter les dents. C'est le poisson qui me fait le plus pêcher. Parce que c'est chiant. C'est chiant. T'as déjà abandonné sur des ombres? Ouais. On a tous abandonné sur un ombre. Ouais. J'ai déjà abandonné sur les ombres. Les truites, c'est facile. Hein. Tu fais une erreur, elle part. Donc, le jeu, il est fini. Donc, fin de la partie. Les ombres, tu peux mitrailler. L'ombre, tu peux y passer une journée. À une journée, c'est clair. Si jamais tu fais pas... Bon, à part si tu lui sautes dessus à pieds joints. Mais si tu fais pas d'erreur de bruit, de machin comme ça, il bougera pas. Hein. Mais le pire, c'est de prendre des gadins sur des ombres qui bougent pas. Ouais. Ça va? Sur un qui bouffe? Ouais, mais alors sur un qui bouffe, puis pas le prendre, alors là, tu pestes. Là, tu joues. Là, j'ai déjà piqué des colères. Quand ils sont sur des exuvies, des trucs à la con, des trucs improbables. Des escargots. Je vais te raconter une histoire. Je pêchais avec mon neveu, qui s'appelle Luc, et qui faisait partie du club mouche de Granges-sur-Vologne. Avec Jacques Main et toute la clique. Et
Je l'emmène pêcher la Moselle, à l'époque où il y avait beaucoup d'ombre. Et on pêche un jour, un endroit. On était l'un à côté de l'autre. Et moi, il débutait. Hein. Je m'appliquais, moi. Je prenais un nombre tous les tremblements de terre. Et le gamin, il met une naffe. Ça fait plouf. J'entends, hein. Ça fait plouf. Plop, 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 plop. Ah. Et comme ça, le gamin. Il décroche, il le remet à l'eau. Plop, 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 plop. 2. Oula. C'est pas possible. J'ai viens voir avec quoi tu pêches, parce que je ne vais même pas demander comment il avait fait. J'ai viens voir avec quoi tu pêches, parce que il faisait comme ça. Hein, donc, je regarde. Au club de mouche de Grange, ils avaient monté sur un hameçon de 12, 24, 87 Chemco, une bille de diamètre 3 or, avec deux sabres de faisan pour faire l'abdomen, cerclé d'un fil de cuivre et avec un thorax en lièvre. C'est tout. Et tout. C'est comme on aurait dit... c'est anorexique, ça. Ouais, une nymphe anorexique. Ouais. Et il démontait. J'ai dit, t'en as une autre? Oui, qui me dit. J'ai dit, donne-moi là. J'essaye. Ça faisait plouf. Il n'y avait pas de courant. Hein. Ça faisait plouf. Ça descendait. L'ombre, il prenait. Mais tu penses qu'il venait au bruit ou au visuel? Je pense qu'il venait au visuel, pas au bruit. Ah. Ouais, les trucs anorexiques, c'est intéressant des fois. Hein. C'est bizarre. Hein. Là, tu te dis, là, tu te remets en cause parce que tu te dis, moi, je fais ce tout petit machin. Ah, attends, au Royaume-Uni, c'est des gentlemen, ils ont les bear hooks où tu as juste un enroulage de 3 tours de cuivre devant pour les ombres. Tu connais ça? Hein, ben, je l'ai, moi, j'en ai dans mes boîtes. C'est pour ça que je te dis, j'en ai vu dans tes boîtes. J'en ai dans les boîtes. Là, c'est du mais challenge. Je les monte pas parce que les gens me prennent pour un fou. alors que je prends du poisson grec. Il y a moyen de se faire prendre pour surtout les ombres. Les ombres. Mais les truites aussi. Hein. Et tes ombres préférées alors? Haute-Seine, Doubs, Loup, c'est où t'es? Les ombres les plus dures? Ouais, ou ceux que tu préfères, ouais. Ceux de la Loue, pour moi, ils sont aussi durs et lunatiques les uns que les autres. Les plus faciles que je connais, c'est la Moselle. Pose pas de problème. Mais il faut dire que c'est quand même les moins difficiles. Mais des fois très compliqués. Ouais. Mais en général, ils ne posent pas de problème particulier. De toute façon, d'une manière générale, le Doubs est plus dur que la Loue. Ah ouais. Ouais. Ah, j'aurais dit l'inverse. Ah non. Ok. La Loue est bien plus simple à pêcher. Ok. Et pour les ombres aussi. Les ombres sur le Doubs, des fois. Ils vont aimer ça dans les commentaires. Le Doubs est plus dur que la Loue. Ok, c'est intéressant, c'est ton avis. Ah si. Ouais. Et les truites sur le Doubs sont beaucoup... Pourtant, le Doubs est beaucoup plus vaste, avec une pression de pêche à un poil plus répartie que la Loue, non? Dans les villages, non? Ouais. Non, mais ça se défend. C'est pas le même tirant d'eau. Donc ça pose d'autres ça c'est vrai. D'autres problématiques de pêche. C'est vrai que le Doubs est plus lentique, plus calme que là. Et puis c'est pas pareil. La dérive se fait pas de la même façon. Il faut le dompter, hein, le Doubs. Hein. C'est pas si simple. Hein. Pas si simple. Hein. La Loue, moi je trouve pas hyper. C'est la troisième plus compliquée, mais une des plus faciles, c'est la Bienne, par exemple. Et pourquoi tout le monde fait du poisson comme ça assez rapidement sur la Bienne? Parce que c'est vrai que j'ai beaucoup d'écho. Ouais, mais il y a quand même une pression de pêche. Pourquoi c'est un peu? Mais parce que les gens qui pêchent la Loue ou le Doubs doivent être tellement bons techniquement que sur la Bienne, ils font zéro erreur. Zéro. Donc, zéro erreur, 10 pendus, quoi. Ouais. Ça prend. Tu l'as connu à ses débuts, la Bienne, ou Ouais, j'ai connu, pas à ses débuts, depuis longtemps. Mais bon, c'est plus que l'ombre de son ombre. Ça devait être une des rivières les plus incroyables de France. Le nombre de poissons, de gros poissons. Ah ouais. C'est pété de bouffe là-dedans. Ouais, et puis les éclosions. Oui, en sèche. Les éclosions. Mais moi, les dernières fois que j'y suis allé, il y a quelques années, les truites faisaient un circuit. Hein. Elles se rapprochaient du bord quand il y avait des arbustes. Tu sais que personne ne pouvait les pêcher. À chaque trouée, elles s'éloignaient de 10 mètres, elles faisaient 2 mètres et elles revenaient. Tu ne pouvais pas les pêcher. Impêchable. J'ai déjà vu ça sur la rivière d'Ain. Ouais. Impêchable. Mais alors du coup,
Parce que je te tiens techniquement sur des rivières comme la Haute-Seine avec de la colonne d'eau. Alors, la Haute-Seine était aussi une rivière très compliquée à pêcher. Voilà, justement. Très, très compliquée. Et pourquoi? Et les malins du Doubs, de la Loue et compagnie peuvent se casser toutes les dents. Hein. Bah, explique-nous pourquoi. C'est la colonne d'eau, c'est les herbiers, c'est quoi? Pour moi, c'est toujours un problème de dérive. Et trouver le bon compromis entre le poids, le diamètre du fil et la dérive, parce qu'il y a beaucoup plus d'eau qu'on imagine. Ah oui, sur la Haute-Seine, c'est trompeur. Tu penses qu'ils sont dans 40 cm d'eau et ils sont dans 1,50 m. L'eau, elle est cristalline, ça t'aide pas. Alors, comment tu fais en ultralight nymphing là, sur la Haute-Seine? Je pêche pas, très peu. Alors, pour l'anecdote, quand je suis passé en première division de pêche, j'ai gagné la haute rivière, la Haute-Seine, pardon, et je l'ai gagné en pêchant les truites depuis l'eau, dans l'eau, en pêchant les truites tout au bord à la nymphe, à vue. Ouais, y a les gens pêchaient, les autres pêchaient du bord au milieu. Ah ouais. Alors moi, je me suis mis au milieu et je pêchais les truites au bord. Et pourtant, il y a plus d'ombre de sortie que de truites, non? Ouais, moi j'ai pêché les truites juste maillées. Juste ce qu'il fallait. Pour faire du score, ouais. Oui, pour scorer. Mais attends, je te lâcherai pas. T'as un courant de la Haute-Seine qui est profond, là, ultralight nymphing. Comment tu fais? Tu peux pas. Il faut une nymphe qui plombe. T'es humble. C'est bien, parce que franchement, là... Alors c'est des territoires... C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. L'ultralight fishing, c'est adapté à certains rivières et types de rivières. Ah, c'est beau ce que tu dis. Aussi bien, mais il arrive un moment où c'est plus possible. Donc tu es obligé de mettre une bite 2. C'est pour ça que j'ai des billes. Donc toi, tu aimes choisir tes territoires orientés ultralight nymphing parce que tu aimes ça. Et les parcours. Ouais. Non seulement je choisis les rivières pour ça, mais je choisis les endroits où je vais pêcher. C'est parce que je peux pêcher comme moi j'aime. Ouais. C'est pas pour par snobisme ou par quoi que ce soit. Moi, c'est parce que j'aime bien pêcher en dérive inerte et compagnie. Voilà. Ce qui est beau, ce que tu dis, c'est que tu veux pas coller ta méthode à tout le monde. Tu dis au effort qu'elle est adaptée à certains profils et que c'est ton plaisir, cette approche. Et puis, pêcher comme moi je pêche ou comme Perrachon pêche sur des rivières pas adaptées, c'est courir à la catastrophe. Ouais. C'est dire, ça marche pas, quoi. C'est une belle leçon ce que tu dis là, parce que je trouve que c'est une belle leçon d'humilité. On est à une époque où on veut... Tu vois, moi j'aime bien la pêche en nymphe universelle au fil, mais je suis comme toi, je te dis, quand tu as une flaque d'eau à un lys, si tu fais tomber une nymphe lourde, c'est la fin de l'histoire. Je suis à l'opposé symétrique de toi, mais c'est la même histoire. Bien sûr. Voilà, il faut avoir l'honnêteté de dire ça aux gens, parce que c'est pas que du noir et blanc, c'est des nuances de gris très fines. Mais c'est surtout beaucoup de nuances. Ouais, c'est beaucoup de nuances. Beaucoup de nuances. Et puis, tu pêches pas une truite dans 30 cm d'eau, voire des fois dans 20 cm d'eau, comme la même truite qui est dans 1 mètre d'eau. L'approche n'est pas la même. Comme j'ai toujours, tu as 3 secondes pour l'attaquer, à condition qu'elle ne t'ait pas vue. Hein. Ouais. Sorti de là, c'est fini. Si dans les 3 secondes, tu n'as pas pris la bonne décision, tu es cuit. Mais c'est pour ça que je suis étonné que tu ne t'intéresses pas plus au gamard pour le non-plouc. C'est-à-dire que les nymphes à billes vont plouquer et le gamard, il va quand même schlaffer, tu vois. Ouais. Et ça fait quand même une petite différence parce que l'effet serpillière qui tombe, je pense que ça te plairait parce que moi, ça ferait moins mal. Je disais avec Jackie, on pêchait une truite sur un plat, elle était dans 50-60 cm d'eau, 4 mètres de vent. Le plouc de la nymphe pas plombé était gros comme mon ongle là. Ouais. Et se barrait. Hein. Ouais. Alors, c'est pas la peine d'essayer un gamard. Hein. En taille 16. Pas 16, c'est trop lourd. Ouais. C'est trop lourd. Et ça, un rond comme ça. Ouais, d'un ongle. T'as la nymphe qui tombe juste de son poids. Ouais. Elle est pas plaquée. Elle tombe juste de son poids. Ça fait rien. Hop, la truite, tu vois. Ouais. Non, c'est intéressant. C'est sûr que si tu pêches des poissons qui sont en tête de radier, où il y a un courant, un profil rapide. À l'ouverture, je l'ai prise comme ça. Hein. Tête de radier, un trou, elle était dans un machin où ça tire. Tu mets une bite 2,
Premier coup, ça passe à gauche, c'est pas bon. Deuxième coup, à droite, c'est pas bon. Troisième coup, c'est pas assez haut parce que ça descend, ça lui passe au-dessus. Quatrième coup, elle la ramasse. Hein. Elle fait ça. Hein. Elle n'a pas le temps de réfléchir. Hein. Parce qu'il y a la rapidité. Gueule, hein. Bah, bien sûr. Parce que c'est un réflexe de rapidité. Oui. Donc, et pourtant, ça lui tombait à 1 mètre devant. Hein. Mais attends, là, je réalisais un truc. En fait, tu n'as aucun lestage tungstène. Ah, si. Ah, si. Je croyais que tu étais l'homme sans tungstène. Non, mais je retrouvais ça. J'ai tungstène en 2 maximum. J'ai tungstène en 1,5 et j'ai laiton en 1,5 et en 2. Ah oui, c'est des enclumes, ça, je plaisante. Hein. Comment? C'est des enclumes. Ah bah pour moi, une bite 2, c'est une enclume. Non, mais je trouve ça génial. Une bite 2, de toute façon, j'ai déjà fait des calculs. Hein. Une bite 2 tungstène, 2 mètres d'eau avec un courant moyen, ça va au fond. Hein. Ouais. Ça va au fond. Hein. Ouais. Il n'y a pas besoin de mettre une 8, hein, une bite 4. Hein. Ah, mais de toute façon... Mais par contre, je pêche avec les billes exactement de la même façon qu'avec les non lestés. Hein. Ouais. C'est-à-dire en amont, avec la dérive la plus parfaite possible, etc. etc. Ouais. Je ne suis pas flat comme ça, moi. Hein. Ouais. Je ne pêche pas comme ça. Pas tendu. Non. Ouais. C'est tout détendu. Ouais, mais ça, c'est intéressant. J'aime bien faire monter. Ouais. Et beaucoup les billes, j'anime les billes. D'accord, ça c'est intéressant. Bah, c'est vrai que sur les éphémères, c'est quand même prône à l'animation. Bah, si c'est au fond, l'émergence. Tout près, si jamais ça lui fait ça dans le nez, elle fait ça. Elle suit. Hein. Ouais. Elle n'a pas le temps de voir la couleur, machin. Hein. Pas de secret. Hein. Amis pêcheurs à la mouche, on est sur la séquence finale. Ça me tenait beaucoup que Jean-Marc nous parle de personnes qui sont des légendes pour moi. Et on va commencer par un personnage hors norme de la scène du montage français, qui est pour moi un exemple, une influence sur la régularité de ses mouches et la qualité de sa production. J'aimerais que tu nous parles de Cyril Bailly. Alors Cyril Bailly, c'est pas qu'un monteur. C'est aussi un très bon pêcheur, nymphe et sèche. Ouais. Mais puisque on parle de lui, alors j'ai beaucoup de chance, c'est mon copain, donc on pêche ensemble, on échange beaucoup en montage, etc. C'est difficile de dire les choses quand la personne n'est pas là, mais c'est certainement l'un des meilleurs monteurs au monde, et je mesure. Hein. Alors je parle pas des mouches d'apparat, des mouches de démonstration, imitatives, etc. Tu parles de mouches qui pêchent, toi. Je parle de mouches de pêche. Pour la pêche, pour prendre des poissons. Moi, je soutiens ton propos, je suis à 100% d'accord avec toi. C'est pas un monteur de mouches. Pour moi, il est dans le top 5, sans aucun doute, dans le monde entier, de ce que j'ai vu, en tout cas, de mouches qui pêchent. Clairement. Il a perfectionné son art à un niveau tel qu'il est compliqué d'y arriver à la cheville. Tu l'as vu évoluer ou tu l'as connu en pleine... Alors, moi, j'ai toujours connu, il a toujours su monter. Quand j'ai connu. Alors, où je suis content, c'est que quand il était jeune, puisqu'on a un grand écart d'âge, hein, il a 40 et quelques années, moi j'en ai 70. Donc, quand il a commencé à monter ses mouches, il lisait mes articles de montage dans Pêche-Mouche. Donc, je suis content, quoi, parce que il me remerciait en me disant, ben voilà, j'ai commencé grâce à toi. Il a connu Bresson aussi, il a beaucoup pêché avec Bresson. Donc, Bresson... T'es honoré d'être une de ses influences. Ouais. Oh, bah oui, parce qu'un mec comme ça. Par contre, sorti de là, il s'est fait tout seul. Je veux dire, il a poussé le sens du détail, le souci du détail à un point tel qu'un monteur moyen ne peut pas s'imaginer. On peut pas. Moi, j'arrive à lire entre les lignes de ce qu'il fait. Ouais. C'est de loin pas des mouches acrobatiques, et pousser le détail comme ça sur des mouches qui pêchent, ça c'est costaud et solide. Non, c'est une performance. En plus. Non, c'est une performance. Alors, ce qu'il a apporté, le plus qu'il a apporté, enfin pour moi, hein, ce qu'il a apporté le plus, si la bille a été la révolution des 40 dernières années, ça bougeait pas, et puis d'un coup, il y a quelqu'un qui a vendu. Eh ben, Cyril Bailly, il a apporté le niveau de finition, le degré de finition, il l'a poussé à son extrême. Mais sur la régularité des corps, sur la finition des têtes, sur la longueur des corps, le nombre de spires, le nombre de tours de hacle,
le nombre de cercles, le nombre de machins. Tu regardes une tête à Bailly, il n'y a pas de défaut. Il y a 0 défaut. Ah ouais, et quand elle a un défaut, à l'époque, il vendait des mouches, il les gardait pour lui, quand elles avaient un défaut. Oui, je sais qu'il était à la limite de la sélection des matériaux. On m'a dit que c'était incroyable, déjà en amont, parce qu'il y a toute une sélection des matériaux en amont. Alors, il a apporté ça. Il a apporté donc ce degré de finition. Et ensuite, il vendait du matériau de montage, mais qui était sous-vendu, enfin, sous-payé. Il triait les plumes de cul de canard une par une. C'est de la folie. Du top qualité, quoi. C'était... enfin bon, c'est un mec super, quoi. Voilà. Il faut le voir monter un jour dans sa vie pour comprendre ce que c'est, quoi. Et une de ces mouches que tu préfères de lui, c'est un kill. Il monte des ANR 100 fois mieux que moi, par exemple. Ça, c'est beau, ça. Ouais. Ça, c'est beau, ça. Ouais. Moi, il m'a clairement influencé. Alors, moi, je suis quelqu'un qui vient de la nymphe de courant, c'est différent. Moi, je fais des nymphes beaucoup plus brutes que lui. Mais je peux imaginer la précision de ses montages. Là, il a ressorti les taux récemment, en automne. À chaque fois, je suis... Puis la qualité des photos, parce que souci du détail. C'est un tout. Je veux dire, c'est la cerise sur le gâteau. Ouais. Mais on voit aussi que c'est quelqu'un qui est soucieux du détail. Enfin, moi, je l'imagine tourner la manivelle sur l'étau. Je trouve ça... c'est d'une précision chirurgicale. Oui, et puis... il fait pas de faute de goût, il fait pas de faute... plus. Dans les enroulements. Si c'est pas bien, recommence. Ce qui est acceptable pour 99,9% des gens n'est pas acceptable pour lui. Et puis ça transpire l'école française au-delà de la régularité. On a un vrai panorama avec des kills, des vrais taille affinés dans des petites tailles. Parce que comme tu dis, c'est facile d'aller monter du taille 12 et du 10, on se trimballe. C'est facile de conduire. Facile, là-dessus. Quand tu joues sur le du même 18... détail dans une hameçon de main, c'est autre chose. Les proportions, c'est pas les mêmes. Mais non, c'est un hyper doué, c'est le Perrachon du montage de mouches. Autant que Perrachon est doué pour pêcher à la nymphe, autant Cyril est doué pour... Si les deux-là avaient fait autre chose, ils seraient champions du monde. Il est adulé dans le monde entier. Il y a beaucoup de pays étrangers qui, à chaque fois, saluent ces mouches. De toute façon, t'hallucines, de toute façon. T'es monteur de mouches, en un quart de seconde, t'as compris l'affaire. Il n'y a pas... c'est en un éclair. Tellement il est bon. Mais là, on est proche du... Je vais pas dire de la névrose, mais on est à un niveau c'est incroyable de moi, je pense qu'il dévotion. Je pense qu'il fait... En plus, il fait ça par plaisir, par passion... tu peux avoir que la passion comme carburant. Il cherche pas à épater ni rien. Il monte ça comme ça parce qu'il les monte comme ça. Et le pire, c'est que c'est des mouches qui pêchent, parce que faire une libellule avec des yeux, machin... Oui, mais ça, c'est limitatif, ça, c'est pas pareil. Non, mais c'est de la mouche acrobatique. C'est une discipline où la mouche ne va pas pêcher, tu vas emmêler ton baline. C'est une discipline qui n'a pas beaucoup de valeur pour nous, quand tu es passionné de vraie pêche à la mouche. Mais lui, il n'y a rien à foutre à la poubelle. Tu prends une oreille de lièvre comme il les monte. Ah ouais, ça twist sérieusement. Puis tu les mets au bout de ton bas de ligne. T'as compris, quoi. Que c'est pas des mouches pour attraper le pêcheur, quoi. C'est des mouches pour prendre du poisson. Et ça pêche, et ça pêche, et ça pêche, et ça pêche partout. Non, puis j'imagine la sélection des matériaux, c'est draconique. Déjà toi, on est moi, je suis un rigolo à côté, un rigolo. Moi, je suis très admiratif. Alors, on échange des techniques, on échange beaucoup de choses, mais ça n'a rien à voir avec... c'est un cran au-dessus, c'est comme le mec qui court le 100 mètres en 11 secondes et le mec qui court le 100 mètres en 10. Il n'y a qu'une seconde sur 100 mètres. Mais la seconde là, elle est énorme. Il faut un travail terrible pour rattraper. Moi, je suis 100% d'accord avec toi. On continue la galerie des personnages parce que tu en connais beaucoup. Pour moi, je te l'ai dit, tous les meilleurs me disent qu'il est le meilleur. Perrachon. Dis-nous ce que tu penses de Perrachon. Et si je suis venu ici, je veux que tu me le convainques de passer derrière le micro avec moi, parce que ça, ce serait pour moi un cadeau. Ça peut être une autre paire de manches. Je sais que ça peut être compliqué. Mais non, Perrachon, c'est Perrachon, quoi. Usain Bolt, c'est Usain Bolt. Voilà. Donc, les gens ne comprennent pas toujours la comparaison que je fais. Mais Usain Bolt, il n'y en a qu'un. Et les Perrachons, il n'y en a qu'un. Pour toi, il est number one moi, je ne connais pas tout le monde. Je connais pas tout le monde. Non, mais de ce que tu connais. Mais moi, j'ai pêché avec beaucoup de pêcheurs, des très bons, des
des grandes réputations, s'il y en a un qui n'a pas une réputation fallacieuse, c'est Perrachon. Il ne ment pas. Il ne ment pas sur les tailles, sur les nombres, sur les tailles, les ombres. Les tailles, les nombres. Il ne te raconte pas qu'il a pris 30 truites pour le plaisir de... Jamais, jamais. Il en a pris une, c'est une. Si elle fait 50,5, c'est 50,5, c'est pas 50, c'est pas 51. Tu vois, des truites de 40 qui deviennent des truites de 50 avec le temps. De toute façon, il est déjà pas présent sur tous les réseaux, il n'a pas forcément... il est présent, mais sous d'autres noms. Voilà. Mais, bon. Mais du coup, sa vraie force à Perrachon, c'est l'approche, c'est la dérive, c'est quoi qui fait qu'il dépasse tout le monde d'une tête? Demande à Usain Bolt pourquoi il court si vite. Ouais. C'est un don, tu penses déjà? Comment? Comme tu as dit, c'est un don. Pour moi, c'est un don. Hein. Ouais. Perrachon, il aurait pu, s'il avait fait du golf, il serait numéro 1 au monde. S'il avait fait du vélo en tant que professionnel, il serait numéro 1 au monde. Et dans ses mouches, il est aussi chirurgical que toi ou il est plus cool? Il pêchait avec mes mouches alors. Pendant 30 ans, il a pêché avec mes mouches. C'est vrai? C'est moi qui lui faisais, donc je sais pas. Donc c'est les mêmes. Et il est pas trop branché montage ou il aime être au bord de l'eau? Comment? Ça lui plaît pas trop de monter des mouches? Il sait, mais c'est pas un montage. Ah, il choisit clairement de passer du temps au bord de l'eau. Ouais, puis, mais il a une vue exceptionnelle. C'est un tout. Hein. Il a une vue exceptionnelle. C'est un hyper nerveux qui, sur l'eau, au bord de l'eau, se contrôle comme tu n'as jamais vu. Alors que c'est quelqu'un qui est très speed. Tu veux dire qu'il a une gestion du stress phénoménale? Du stress, de l'approche, de tout. Il se domine sur tout. Donc, il panique jamais. À tel point que moi, j'ai une anecdote avec ça. Ouais. Je me mettais à côté de lui, puis je lui dis, surtout celle-là, tu la pètes pas au ferrage. Hein. Péter au ferrage. Voilà. Donc ça me faisait rire. Voilà. On rigolait comme ça, tu vois, des trucs. Parce qu'il ne cache jamais, il les perd rarement. Voilà. C'est quand même le mec qui a tenu plusieurs poissons d'un mètre en France, hein, sur des rivières publiques. Hein. Ouais. Tu peux les compter, hein, ceux qui ont tenu un mètre. Hein. Ouais, on a pas vu, hein, je parle. Hein. Je parle pas au leurre ou au streamer. On a pas vu, hein. Moi, je sais qu'il a œuvré très fort sur une rivière que j'aime bien qui s'appelle la Sceau. Et quand tu vas pêcher la Sceau, c'est pas si facile. Et quand tu vois lui ce qu'il a fait dessus, j'ai vu la truite qu'il a pris. Hein. Il y a encore des échos 30 ans après. Hein. Mais c'est après, c'est indéniable qu'il a aussi passé beaucoup de temps au bord de l'eau, au-delà de Pas tant que ça. Non, il travaillait. Mais c'est un gars qui a arrêté de pêcher pendant, je sais plus, 5 ans, je crois. Ah ouais? À cause de la dégradation des milieux? Non, il est parti à l'étranger. Il est revenu, il est ressorti de la canne à mouche. Il a dit où elle est celle que personne n'arrive à prendre. Et 5 minutes après, elle était au bout. Il est arrivé dans le saloon. Et 5 minutes après, elle était au bout. Alors que tout le monde essayait de la prendre depuis. Moi, Perrachon. J'ai beaucoup d'échos de la Touvre parce que mes gamards marchent bien sur la rivière Touvre et j'entends que Perrachon sur la Touvre, pourtant c'est dur, hein, mais j'en entends des bons échos que sur la Touvre il se défend bien. Alors on peut aborder un sujet un peu délicat, mais je pense qu'il est tellement fort mentalement, je me demande s'il n'arrive pas à influencer les poissons. À les faire mordre. Ah ouais, non mais je viens de croire. C'est un niveau. Non mais à un moment, c'est à un tel niveau que tu te poses des questions. Moi, il m'a déjà fait des trucs. Je les raconte plus parce que c'est tellement improbable que les gens n'y croiraient pas. Quoi. Ouais, mais il dit, toi, la truite, elle est là. Je vais la faire monter. Elle va prendre 20 cm à droite. Ah ouais, il prévoit 20 cm à droite, elle prend. Moi, il m'a fait un coup sur un lisse, une belle truite qui était postée, mi-hauteur d'eau, 50 cm sur la surface. 3 heures de temps, hein, j'ai essayé. Il revient au bout de 3 heures, puis il me dit, alors, j'ai dit, tiens, elle est toujours là. Il prend ma canne, tu m'entends? Il prend ma canne, il prend ma soie,
il prend mon bas de ligne, il prend le fil, la pointe que j'avais, machin, il fait un lancer, et la truite, elle fait toc, tiens, bagarre. Voilà. Ouais, là, on est à un niveau stratosphérique. Ouais, et pourtant, c'est la même. T'as arrêté de comprendre. Là, non, mais moi, comme j'essaye d'être positif, je me suis toujours dit, ça va, c'est encore des moyens de progresser. Tu vois, tu as de la progression possible devant toi. Parce qu'il y en a qui raccrocheraient les machins. Moi, je me suis dit, non, là, tu as encore beaucoup de choses à apprendre. Quoi. Et vous êtes dans les mêmes concepts de pêche moi, j'ai les mêmes concepts comme lui. Donc, vous êtes plus ou moins les mêmes dans le matos dans on est cloné, oui, là-dessus. Ouais, vous êtes vraiment... c'est lui qui t'a appris, donc vous êtes... Ah oui, moi, je l'ai cloné. Enfin, j'ai copié complètement. Mais tous les grands nympheurs de France qui pêchent comme ça, c'est tous des perrachons. Moi, je les ai vus défiler, prendre des conseils. Les grands caïds là, qui la ramènent et qui expliquent à tout le monde comment on fait pour pêcher à la nymphe. Ils venaient le voir quand on louait à Ornans un appartement. T'as fait comment? Avec quoi t'as pris? Comment tu fais? Oh, je comprends pas, j'arrive pas. Ils venaient prendre la bonne parole. Hein. Ouais. C'est là qu'on parle de sens de l'eau. Il y a tout hyper développé. Tout, sens de l'eau, tout. La vision, l'approche. Il ne regarde jamais à côté. Et son gros terrain de prédilection, c'est la Loue? C'est quoi? C'est sa rivière à Perrachon? Tout. Où il est multi... la Bienne. Il est partout. Toutes les rivières qui se pêchent à vue. Ouais. Pas compliqué. Ouais. Et jamais il est en échec. C'est ça le problème. Le gros problème, c'est que les gens ne comprennent pas, mais il n'est jamais en échec sur rien. Putain, c'est incroyable. Mais tu te dis, le Usain Bolt, tu fais courir 200 mètres, il répète tous les ans, moins de 10 secondes, il le fait. Et bien, Perrachon, c'est pareil. Bon, et avant de passer à un autre personnage, tu penses qu'il aimerait les interviews ou vraiment il est comme les grosses truites, il veut rester dans l'ombre et ça l'intéresse pas? Je sais pas, il faut que tu poses la question. Ouais. Je te donnerai son numéro de téléphone si tu veux. Parce que j'admire quand même les gens discrets, mais j'aime tellement partager tout ça que... Mais je peux pas dire, je sais pas, honnêtement, je sais. Parce que imagine quelqu'un qui adore la pêche à la mouche, d'avoir 4 heures d'interview avec Perrachon, c'est inestimable. Ouais, même bon, il n'habite pas ici, hein. Il habite sur la tour. Je pourrais me déplacer, mais même si on n'arrivera jamais à son niveau, c'est tellement inestimable d'entendre les paroles de quelqu'un comme ça. Et il n'y aura pas de magie, il va te parler de dérive, il va te parler il va te parler de ce que je t'ai parlé. On le sait très bien qu'il n'y a plus de baguette magique. Il n'y a pas de mouche magique. Et il n'y a pas de coup magique. On cherche tous le claquement de doigts, la formule magique. Une fois que tu as compris ça, celui qui dit qu'il a inventé une nymphe, c'est faux. Parce que de toute façon, elle a déjà existé quelque part. Mais bien sûr. Et bien avant lui. Et c'est pareil pour la pêche. Enfin bon, voilà, après, tu as des nylons différents. Mais Perrachon, c'est de la perfection dans tout. Il n'y a pas une erreur sur la ligne, quoi. C'est tout le temps. Il ne fait pas une erreur. Jamais. Et en changeant de profil, tu m'avais parlé du Suisse Romain Casiraghi, qui est intéressant. Ouais. Voilà. Alors Romain, c'est un tout jeune pêcheur enfin tout jeune. Il est âgé, mais il n'y a pas si longtemps que ça qu'il pêche à la nymphe. Il n'a pas commencé tout jeune. C'est un pêcheur au fil, à Goumois, qui a rencontré Perrachon. Ah oui, ok. Et Perrachon l'a formé. Et c'est devenu aujourd'hui un des très 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 bons pêcheurs que je connais. Donc là on est plus sur le doux franco-suisse, je pense. Sur le doux franco-suisse, sur la Loue, sur n'importe quoi. Ouais. La Slovénie, c'est un mec qui a eu l'étincelle et vraiment. Et pourquoi il fait comme ça une évolution rapide en exponentielle? Ça lui plaît, c'est un talentueux aussi, c'est très talentueux. Et il m'a demandé quelques gamards que je lui ai envoyés, il est un peu plus branché gamard que vous. Il est vraiment très très bon, très 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 bon. Mais c'est compliqué d'expliquer, mais c'est pas tout à fait la même trempe que Perrachon, mais c'est comme le Canada Dry, hein, ça ressemble. C'est pas tout à fait. Ça a le goût. Ça a le goût, ça a tout. C'est pas tout à fait parce qu'il n'a pas la bouteille et puis il n'a pas tout à fait le même métier. Mais attention, c'est des. Et puis pêcheurs de grosses truites exclusifs. Hein. Ouais. Donc il ne chasse que de la grosse truite.
Mais il a une spécialité un peu en Slovénie, lui, non? Où c'est Oui, son il copain pêche les marmots à vue. Ouais. C'est avec son copain c'est les premiers à avoir développé ça. Ils ont transposé la technique du Doubs sur les marmots. Tout le monde les pêchait au streamer et tout. Bah oui. Et maintenant, ils les pêchent tous en nymphe à vue. Et son autre copain suisse dont tu m'as dit le nom C'est son binôme. Son binôme, d'accord. Alors, c'est Thierry Christen. Ok. Alors, Thierry Christen, c'est pareil, c'est formé par Perrachon aussi, bien sûr. C'est l'écurie Perrachon. Ouais, c'est le fan club. Hein. Ouais. Somaré, Christen, Casiraghi, La Prune. Voilà. Mais c'est quand même des soucieux du détail, tout ça. Vous, votre école, Christen, c'est un... il détient un des records avec une marmot d'1 mètre, de plus de 10 kilos, prise en nymphe à vue, et bagarrée et échouée. Ouais, mais vous êtes quand même des gens qui laissent pas grand-chose au hasard. Vous essayez quand même... Il y a quand même une recette qui est éliminer au maximum le hasard et tout contrôler dans ce que tu me dis. Parce que c'est dur de dresser un portrait robot de l'excellent nympheur. Mais tu vois, Perrachon, la parole qu'il a prêchée, c'est aussi surtout rien laisser au hasard. Quoi. Bah, c'est soucieux de tout. Ouais. Tu fais une erreur dans l'approche, t'es cuit. Mais tu fais une erreur dans ton nœud ou tu fais une erreur dans ta boîte à mouches. C'est pareil. Ouais. Tu fais une erreur en fixant ton bas de ligne, t'es mort. Tu fais une erreur en trompant sur la taille de la nymphe, t'es foutu. Tu fais un plouc alors qu'il n'en faut pas, etc. La grosse différence, c'est que beaucoup de gens savent le faire. C'est le pourcentage de fois qu'ils réussissent à le faire qui fait que le gars est bon ou pas pour moi. Parce que comme tu as 100% de chance au premier passage de l'apprendre, une truite, si tu ne fais pas d'erreur, à chaque coup, tu as 100%. Ouais. Si tu fais, comme moi, 50% d'erreur, ça veut dire que sur 100 poissons, il y en a 50 que j'oublie, d'office. Voilà, Casiraghi doit être à 81, Christen à 85, ou un truc comme ça, quoi. Et Perrachon est à 100, ou 99. Mais je commence à avoir eu beaucoup de bons gars comme vous derrière la caméra. Il y a aussi une forte remise en question de soi-même face à l'erreur, parce que c'est comme ça qu'ils évoluent dans le chemin-là. C'est une remise en question constante, en fait. Alors moi, quand je pêchais avec Perrachon, pas trop, parce que c'est lui qui me disait, donc... je me cassais pas la tête. Mais maintenant que je pêche seul et qu'il pêche loin, bah oui, t'es bien obligé. J'essaye de tirer la quintessence de chaque erreur. Pourquoi ça n'a pas marché? Ça, c'est sûr. Et puis, je passe du temps. Hein. Mais ça, c'est un vrai chemin, je pense, pour les gens qui débutent. Ben, c'est un vrai... c'est un chemin obligatoire. Si tu ne le fais pas, tu ne progresseras pas. Si tu ne te rends pas compte de l'erreur que tu as faite, tu referas la même erreur la fois d'après. Et ça, c'est valable pour toutes les méthodes. Ah ben, même mais à la mouche, mais à la nymphe, si tu couvres le poisson, tu n'as pas l'impression que tu le déranges en le couvrant. Ben, c'est fini. Si tu le couvres, c'est fini. Voilà. Si ton badine passe le premier au lieu de ta nymphe, c'est fini. Ouais. Et je peux te multiplier les exemples. Ouais. Il faut les passer au crible un par un et se dire à chaque sortie, sur ce point-là, j'ai pas été bon. Ben moi, j'ai établi un truc. C'est pas sur la tête. Ouais. Avec mes copains de pêche. Ouais. J'ai pas sur la tête. Ouais. Je lui mets pas sur la tête. Ouais, sur le casque, ouais. Je lui mets sur la tête, fini. Et même si elle bouge pas. Ça fait plouc. Bah oui. Elle bouge pas. La fois d'après, tu poses comme il faut. Elle voit la nymphe arriver. Hop, elle dégage, terminé. J'ai une vraie question technique là-dessus, parce qu'avec Cédric Nolin, on a parlé beaucoup de la dérive en nymphe. Et moi, je considère qu'une bonne dérive de nymphe à vue, je suis loin du niveau là, parce qu'il y a la fameuse mauvaise dérive en escalier que tous les mauvais font. Mais du coup, est-ce qu'une truite, elle doit voir la nymphe au début vraiment au fond, ou est-ce que la descente en escalier, elle est rédhibitoire, si tu vois ce que je veux dire? Pour moi, il faut qu'elle lui arrive au niveau où elle doit être. Si jamais... Voilà. De toute façon, c'est pas compliqué. Dans les animations, par exemple, l'animation, ça consiste à faire remuer la nymphe et à la faire évoluer. Depuis le fond. Depuis le fond. Si jamais, par malheur, tu la laisses retomber, elle ne prend pas. Hein. Bah oui. Ça descend jamais, en effet. Bah non, ça tombe pas du ciel. Ça monte. Donc, l'astuce, c'est de la maintenir. Et ça, c'est ce qui est extrêmement compliqué sur les poissons extrêmement pêchés.
Parce que tu ne les prends jamais comme ça. Si jamais elle redescend, fini. Si elle nage à la même hauteur, ça va. Et Perrachon est 1 mètre. Quand je dis 1 mètre, c'est 1 mètre. Dans l'art de maintenir une nymphe sans la faire draguer. Ouais, ça c'est incroyable ça. Ah oui, alors là, tu peux. Et une nymphe lourde aussi. Hein. Ouais. Il arrive à la maintenir sans la faire draguer. Voilà, c'est incroyable. Ah ouais, très fort. Très, très fort. Ouais, donc on en revient souvent à la colonne vertébrale de la dérive, quoi. Si on se pose des questions. Mais tout est dans la dérive. Tout. Ouais. La moindre erreur dans la dérive, qui est composée du lancer arrière, du lancer avant, du posé, de la dérive et de la présentation, tout ça, ça fait la dérive. Ouais. Si jamais tu fais une erreur, c'est cuit. Ouais. C'est un des paramètres qui n'est pas aligné, fini. Ouais. Puis on accuse vite autre chose, c'est aussi ça le défaut. Pour tous ceux qui débutent et tous ceux même qui ont des échecs, c'est pas toujours facile de tout aligner. Hein. Mais il faut avoir l'humilité de dire il y a peut-être ça que j'ai pas bien fait. Et pas se dire ouais, putain, elle est super éduquée. Ouais. Ouais, c'est vrai ça. Oui. Alors, moi, avec mes copains, quand je leur montre des trucs comme ça, j'ai dit, elle me dit, elle prend pas. Elle est intordable. Quoi. Ouais. Alors, c'est ce qu'on dit par réflexe. Alors, ma réponse, elle a surtout pas vu ta nymphe. C'est vrai, non, mais c'est une meilleure analyse que. Le jour qu'elle verra ta nymphe, ou elle la prendra ou elle se barrera. Ouais. Mais tant qu'elle bouge, tu peux être sûr qu'elle ne l'a pas vue. Ouais. Je dis donc, arrête de me dire qu'elle est intordable. Ta nymphe n'est jamais passée dans son champ de vision. Ouais. Donc tu peux la pêcher 6 mois comme ça, 2 ans, 10 ans. Elle ne bougera pas d'un millimètre. C'est vrai. Ouais. Ah, mais là, tu m'as appris quelque chose sur quelle mouche tu pêches quand tu es avec quelqu'un. On focus sur un truc, mais on oublie la tonne de paramètres qu'il y a autour. Et puis, c'est quoi la météo? C'est quoi le niveau? C'est quoi le vigicruce? C'est quoi l'approche? C'est quoi tes habits orange? C'est quoi... Ça va tellement loin. Oui, quoi. Et puis la mouche, c'est peanuts. La mouche, c'est... En proportion. Oui. Bah, elle est nécessaire, mais pas suffisante. Oui, si tu maîtrises d'abord tous les autres paramètres, tu vas augmenter de façon considérable tes résultats. Si tu as la bonne mouche, voilà. Oui. Et en plus, si tu as la bonne mouche, tu deviendras vraiment très bon. Ouais. Mais la bonne mouche viendra par l'amélioration de tous ces paramètres. Ouais. Et non pas faire un objectif prioritaire d'avoir toutes les mouches du monde. Parce que tu déséquilibres ta globalité d'équilibre. Tu ne sais plus avec quoi pêcher. Quand tu penses à changer de nymphe, parce que tu penses que tu n'as pas la bonne, tu pêches pas bien. Parce que tu oublies tous les autres paramètres. Tu pêches comme un pied. Donc tu fais des conneries dans les autres paramètres. Alors que tu es omnibulé, donc j'ai changé de nymphe. Plus tu changes de nymphe, plus tu fais de conneries et moins tu prends. Et puis à la fin de la journée, tu fais la bulle. Ouais. Voilà. Boyko, il nous avait dit l'autre fois, enfin je ne sais plus quel interviewé, il nous avait dit trop de choix, tu le choix. Exactement. C'est exactement ce que je te dis. Trop de choix, tu le choix. Mais ça, c'est une bonne phrase à se rappeler. Quoi. Mais faisant de taille. Hein. T'as vu mes boîtes. Ouais. C'est par pan entier. Hein. Ouais. C'est tout. Voilà. Je me fais pas chier. Ouais, c'est vrai ça. Je passe mon temps plutôt à essayer de comprendre pourquoi je ne la prends pas, plutôt qu'à vouloir systématiquement changer de mouche. Ouais. Moi, ça me tue, ça. Ouais. Ou changer de bas de ligne, ou changer de soie, ou changer de... de canne. Alors, il y en a qui changent de Waders parce qu'ils pensent que c'est la faute du Waders. Que s'ils prennent un Sim, ça ira mieux qu'un JMC. Par exemple, moi, j'en connais. Hein. Parce qu'ils ne peuvent pas... Si tu pêches avec un JMC, c'est forcément moins performant que si tu pêches avec un Sims. Mais la bif fait pas de moine. Quoi. Et pour finir, j'aimerais qu'on parle de quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui est, disons, un gentleman dans un monde rempli d'ego, de la mouche, comme on va dire. Oh, je te vois venir. Ouais, j'aime beaucoup Jacques Rurig et j'aimerais que tu me touches quelques mots. En plus, vous êtes connu récemment. Non, alors Jacques Rurig, je le connais depuis Vignam Aeternam, mais on n'avait pas les mêmes fréquentations. Ok. Donc, on ne se fréquentait pas. Et puis, la vie fait que les choses changent et on s'est rapprochés et on est devenus bons copains. Quoi. D'abord parce qu'on apprécie les mêmes choses et puis c'est un très bon pêcheur. Et c'est le genre de compagnon de pêche avec qui il fait très bon parce que de toute façon, il comprend tout. Ouais. Tu expliques quelque chose, il comprend.
il t'explique quelque chose. Moi, je comprends. On partage, on échange. Vraiment, c'est... Comme tu dis, c'est vraiment un gentleman de la pêche. Non, vraiment... puis il a une culture pêche et puis il a pas d'ego au sens où il partage des choses. Tout. Même de trop, des fois. Même de trop, presque. Ouais, même presque trop gentil sur certains points. Bah, c'est même pas de la gentillesse, mais c'est lié à son métier aussi. Le prof, bien sûr, de vouloir transmettre. Professeur. Bien que j'en connaisse qui soit tordu, des pêcheurs, professeurs. Et vous avez quand même eu une approche de la nymphe à vue quand même différente. Ouais. Avec Jackie, alors c'est plus un pêcheur de compétition que moi. Il pêchait beaucoup plus au fil. Il a fait beaucoup de compétitions. Beaucoup plus au fil. Et cette année, on a pêché beaucoup à vue, mais il est aussi très très bon. Il n'y a pas grand chose à lui apprendre. Hein. Bah, comparé à toi, j'ai des belles discussions de gamard avec lui. Hein. Ah oui, bah, lui il pêche au gamard, moi pas. Mais bon, mais j'ai pris quand même une truite cette année au gamard. Sur toute ta carrière. Non, je rigole. Si, j'ai essayé. Mais c'est psychologique. Hein. Non, mais moi je retiens la suprématie de la Faisantail. Tu sais, là c'est une vraie leçon à prendre. C'est pas une histoire. Je veux dire, la Faisantail, t'en fais en 12, 14, 16, 18, 20, avec 3 plombages de chaque, t'en fais 10, tu vas la pêche toute l'année. Hein. T'as fait 95% de ta pêche dans 95% des cas. Et puis il y a toutes les techniques en plus. Au pompon, à vue, à la vue, à machin. À faire mal. Mais pour en venir à Jackie Rory, mais c'est surtout un écrivain halieutique hors pair. Moi, j'ai souvenir des articles qu'il écrivait dans Plaisir de la pêche, de haute volée. Quoi. C'est un régal. On avait l'impression de relire les Deux Boissé, Ritz et compagnie. Hein. Il a une culture mouche. Il m'en apprend. Très compétent, très gentil, il est très tout. Quoi. Et puis en montage, il a une patte que j'adore. Tu vois, pareil, il a une culture sur le montage. Il t'explique des trucs. Mais il s'embête pas d'autant de détails. Il est beaucoup plus minimaliste que moi. Dans l'efficacité. Alors lui, s'il peut ne pas mettre de cercle, il n'en mettra pas. C'est une certitude. Ok. Écoute, on va finir. Et puis le bas de ligne, par exemple, son bas de ligne, alors lui, c'est le type même du gars qui pêche avec un bas de ligne. Ah ouais? Ah ouais. Ça m'a toujours surpris. Genre minimal il n'apporte pas d'importance au bas de ligne. Par contre, c'est un remarquable lanceur. Comme quoi? Parce que ça se voit pas, mais moi, des fois, je me mets à côté, je fais semblant de pêcher, je le regarde. Et je peux te dire que c'est un remarquable lanceur. Remarquable lanceur. Donc, il compense. Comme moi, je suis un besogneux, je suis obligé de compenser tout. Il faut que tout soit parfait pour que ça marche. Alors que lui, comme c'est un doué et qu'il lancerait bien, il compense systématiquement par sa technique de lancer. Et il lance très, 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 très bien. Un des plus beaux lanceurs que je connaisse. On l'a eu dans une belle interview, c'était un régal. Écoute Jean-Marc, on va clore cet épisode. D'accord. Franchement, ça m'a fait un grand plaisir de t'avoir parce que tu es encore un profil, encore une nuance de pêche à la mouche que j'apprécie toutes les nuances. Je te remercie énormément pour le temps que tu m'as donné. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont apprécier ta parole. J'espère. Et puis, moi aussi, j'ai été content de te recevoir chez moi. Et puis, moi, je vais continuer mon chemin. Au bord de l'eau, un de ces jours. Avec plaisir. Et moi, je continuerai mon chemin avec toujours des grands nympheurs. La liste est longue. Donc, Mais je te souhaite d'avoir Perrachon, parce que ça serait un moment de... si tu peux être ma porte d'entrée vers Perrachon, de toute façon, dans ma collection... C'est pas moi qui pourrais être, parce que... non, mais et moi, je le connais, il va me dire non. Donc, il faut que ça soit toi qui... Voilà. Moi, j'avais fait un article sur Perrachon sans lui demander son avis, donc... Non, mais moi, c'est paru dans Plaisir dans Pêche-Mouche, en 80... Je sais plus. Non, mais je fais toujours de manière spontanée. Moi, quand les gens, tu sais, j'ai beaucoup sur la liste. Et j'aime bien comme toi quand c'est spontané, que c'est ouvert à la discussion. Et il n'y a pas de problème. Perrachon, ouvert à la discussion. Le seul problème, c'est de décider à le faire. Quoi. Mais autrement, il a beaucoup de choses à dire, ça c'est sûr. Je te remercie énormément. Amis pêcheurs à la mouche,
On vous dit au revoir et à bientôt pour un nouveau numéro de Parole de Moucheur.